Ah non, c'est vrai? Si. J'avais omis cette Ouais, il y a des information. choses que... Oh, le truc de dingue. Petite dédicace à certains de mes camarades qui m'ont dit que j'avais volé mon bac. Ouf. C'est vrai. Ah oui, carrément. Non, mais les gens qu'on a autour de nous, ça nous impacte énormément. Ma maman. Test PCR, 1 milliard dans tous les sens, par tous les orifices. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'En pleine trajectoire, le podcast qui parle aux jeunes pour les jeunes. Aujourd'hui, nouvel épisode avec Gauthier que je m'apprête à récupérer, j'arrive chez lui. Vous allez apprendre à le découvrir, on va parler voyage, on va parler trajectoire, comme d'habitude, doute, échec, ambition, rêve, futur et passé, comme d'habitude. Et je vous souhaite une bonne écoute ou un bon visionnage à tous. Hey yo! Voilà. J'ai choisi une super météo. Ouais, alors on est parti. Alors je précise, c'est le deuxième épisode, parce que j'ai tourné donc Adrien la semaine dernière. Ça marche. Et donc il y a des choses, évidemment, que tu ne pourras pas connaître dans le conducteur de l'épisode, que les autres après connaîtront parce qu'ils en auront vu un ou deux. Donc ça sera plus compliqué évidemment pour toi comme pour Adrien. D'accord. Que pour les suivants. Je précise. Donc j'avance à l'aveugle pour l'instant. Alors la première question, comme je l'ai dit à Adrien, elle sera iconique dans quelques épisodes, elle l'est pas encore parce que c'est pas encore sorti. Ok. C'est fou que tu racontes aux gens depuis quand, où et comment on s'est rencontrés. Oula. On s'est rencontrés, je suppose, un dimanche matin, à Concarneau, probablement au Port-Zou, je pense, Ouais. si je dis pas de bêtises. On s'est rencontrés dans le cadre d'un cours d'échasse urbaine. Alors, les magnifiques cousines d'Alexis m'ont inscrit pour prendre des cours d'échasse, et je donnais les cours d'échasse. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, avec cette belle relation, professeur d'échasse, élève, voilà. Et on en est là aujourd'hui, il s'est passé 2 ou 3 trucs encore depuis. Et ça fait combien de temps? Je dirais que ça fait pas loin de 10 ans. 2015, ça fait plus que 10 ans. Ça fait Ça doit plus faire, que 10 ça ans. doit faire 10-11 ans. On doit être sur... ouais, on doit être à peu près aux 10 ans là, Ouais, c'est beau. plus ou moins. C'est Voilà. beau. Putain, c'est presque date anniversaire, c'est stylé. Ah, c'est clair. On aurait dû Franchement. fêter ça nos 10 Bah ans. ouais, j'avoue, j'avais même pas compté. On va revenir à la base quand même. Et la base, c'est quand même que tu te présentes. Parce que moi, je te connais, mais Ouais. pas les gens qui vont écouter ou regarder la vidéo. C'est vrai. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, comment tu t'appelles, ce que tu fais dans la vie? Très bien. Alors, je m'appelle Gauthier, je suis marin. Je suis officier mécanicien de marine marchande, si je puis dire même. J'ai bientôt 30 ans. Bientôt. On va laisser un grand blanc à ce moment-là. Voilà, j'ai bientôt 30 ans à la fin de l'année. Donc là, on est le 7 juin, donc ce sera en novembre. Je travaille sur des bateaux de croisière, d'expédition, de luxe, on appelle ça comme on veut, chez Ponant, pour ceux qui connaissent. Et voilà. C'est pour la présentation, on va dire, professionnelle. Pour le reste, ce que je fais de mon temps libre, parce que j'en ai, ce que je fais de mon temps libre, j'aime bien faire de la voile, j'aime bien voir ma famille, voir mes amis, manger des pâtes, dormir. Enfin voilà, plein de choses simples. Plein de belles activités. Et voyager aussi, voilà. Ouais. Tu le fais pas assez avec ton travail, ça c'est bon. Non, seulement 6 mois par an, c'est pas suffisant. On va repartir il y a bien longtemps, parce que tu as dit que ça faisait 10 ans qu'on se connaissait, mais on va repartir il y a du coup bientôt 30 ans. Est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu as grandi? Alors je suis né à Louviers, dans le 27, donc en Normandie. Ah non, c'est vrai? Si. J'avais omis cette Ouais, il y a des information. choses que... Oh, il y a le des truc de secrets, dingue. Ouais. Wow. Donc je suis né en Normandie, malgré mon profond attachement pour la Bretagne et surtout pour Concarneau. Je suis breton, attention. Donc je suis né en Normandie à Louviers, parce que mon père travaillait en Normandie à ce moment-là, et on n'est pas resté longtemps. Donc ensuite on est parti à Tahiti. Tout de suite on va changer, c'est beaucoup plus stylé que la Normandie, désolé. On est allé vivre à Tahiti parce que mon père était dans l'armée de l'air et il a été muté là-bas. On a habité pendant 2 ans à Tahiti, c'était super. Après on est allé à Bourges, dans le Cher, 18, je vais donner à chaque fois les petits indicatifs. Pendant quelques années jusqu'à mes 9-10 ans, un truc comme ça. Et enfin, l'arrivée en Bretagne à Concarneau. Donc quand j'étais en CM2. Ok. Voilà. Et depuis, beaucoup de Concarneau, quand même, principalement, collège-lycée.
Ensuite, j'ai fait une petite prépa, une maths sup à Oh là, Quimper. ouais, ça on va y venir. Voilà, pardon, excusez-moi. Voilà. D'accord, t'as fait, on va dire, plusieurs destinations jusqu'à Concarneau. Ouais. T'as déjà commencé à voyager en fait. J'avais déjà pas mal bougé, oui, j'avais déjà beaucoup bougé avant même d'arriver en Bretagne. Quel type d'élève t'étais à l'école? T'étais un bon élève, assidu, premier rang, dernier rang, mauvais élève? C'est une bonne question. Quel genre d'élève j'étais? Vraiment pas assidu. Pas dernier rang, pas premier rang. J'étais élève milieu Chill, rang. milieu de la classe? C'était le plus près de la fenêtre était le mieux, pour être franc. Ah, ok. Voilà, c'est encore une autre catégorie. C'est l'élève qui regarde dehors. Voilà, donc non, j'avais la chance d'avoir des grosses facilités quand même. Okay. T'aimais bien ça à l'école? J'aimais bien pas forcément. Bon, c'est ni chaud ni froid. Ouais, okay. Je vais pas dire que j'aimais pas l'école, c'est pas vrai. C'était sympa. J'en garde des bons souvenirs en général. Mais oui, disons que je pétais pas les scores au niveau des résultats. Mais en même temps, je ne foutais rien. Donc karma, hein, voilà. Mais en ne foutant rien, j'ai survécu de A à Z globalement. Donc finalement, c'est qu'il n'y avait pas besoin de foutre grand chose. C'est pas bien de dire ça. C'est très très mal. Mauvais exemple Voilà, que tu très donnes, mauvais exemple. Non mais voilà, j'ai eu de la chance d'avoir des facilités et du coup de pas trop prendre au sérieux. C'est pas que j'ai pas pris l'éducation au sérieux, c'est que je me suis pas stressé forcément pour l'école. Voilà, même si je prenais quand même l'éducation au sérieux. Super. Après, donc t'es arrivé au collège à peu près à Concarneau. Ouais, tu fais c'est ton ça. collège. T'arrives au lycée. Déjà, quel type de bac t'as choisi de faire et comment ça s'est passé à peu près le lycée? Alors, j'ai fait un bac S, qui existait encore à l'époque, parce que maintenant apparemment ça n'existe plus. Mais je suis vieux maintenant, c'est comme nos parents qui disaient le bac C à l'époque. Bah nous, c'est nous maintenant, le bac S. Voilà, donc le bac S, c'est le bac scientifique, donc on avait plus de maths et plus de sciences, physique, chimie, SVT, tout le tralala. Je me suis orienté vers là, du coup en première, parce que c'était en première qu'on faisait ce choix. Et que j'ai magnifiquement redoublé d'ailleurs, ma première S. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Bah, ça revient à la raison de base, hein, parce que je suis un énorme branleur. Ah ouais. Et aussi pour une autre raison, qui est qu'en seconde, quand je suis arrivé au lycée, donc j'ai changé de lycée quand j'ai redoublé, parce que mes parents préféraient qu'on change d'établissement si on redoublait. Mon frère, c'était la même chose. Ok. Pour pas avoir les mêmes profs, pour pas que les autres élèves aient un a priori, quoi. Ce qui n'est pas une mauvaise Donc t'es passé du Porzou à Saint-Jean, c'est ça? Je suis passé de Saint-Jean au Porzou. Saint-Jean au Porzou. Ok, voilà. Pour les Concarnois. Pour les Concarnois. Voilà, et rien que les noms, normalement, vous savez lequel est le privé, lequel est le public. Hein. Donc oui, donc en seconde, c'était les époques où il y avait plein de réformes, et il y a eu une réforme où globalement, on s'est retrouvé avec un prof de maths qui n'avait jamais été devant une classe avant, et qui n'aurait pas dû être devant une classe parce qu'il était probablement très bon en mathématiques, mais très mauvais professeur. Ce qui fait que toute la seconde, globalement, les maths, c'était, je vais pas dire inexistant, mais c'était relativement pas très cohérent. Ouais. Que certains ont rattrapé ça pendant l'été avec des cours particuliers ou en bossant de leur côté, ou en mettant double dose une fois arrivé en première S, et que moi, je pas particulièrement. Je suis dans le même rythme. Boulot. Voilà, j'ai pas trop changé mon rythme de travail, je me suis coulé douce. Je suis arrivé en première S, et puis les résultats ont fait pas, parce qu'à l'époque on disait que c'était vraiment la marche entre la seconde et la première S, que c'était là, il y avait la grosse marche. Et c'est vrai qu'en effet, tu passes d'avoir des 12 ou des 13 sans trop te compliquer la vie à te taper des 5, chose que tu te tapes pas trop au collège normalement. Ouais. Et ça te calme un peu. Donc voilà, donc j'ai... Et plutôt que réagir en me disant je vais me mettre un coup de pied au cul pour mieux bosser, pour éviter d'avoir des notes de merde, et je me suis dit, tant pis, c'est comme ça. Donc j'ai eu des notes de merde, ma première S. Voilà, après... Donc là, tu t'es dit, il faut que je me reprenne, parce qu'il y a le post-bac qui est arrivé, le dossier... Du tout. Je suis arrivé du coup à ma deuxième première S au Porzou, où déjà les profs étaient plus réalistes, parce qu'à Saint-Joseph, il y avait beaucoup cette pression du résultat pour l'école, parce qu'elle voulait avoir un super taux de réussite, ce qui est compréhensible aussi, hein, il n'y a pas de jugement. Et on arrive au Porzou où on sent un peu moins cette pression, parce qu'on est dans le public, même s'ils ont un très bon taux de réussite aussi. Et je pense même que l'ambiance générale me plaisait peut-être plus. Ouais. Et la première s'est passée correctement, avec une moyenne correcte. La terminale s'est passée avec une moyenne mauvaise.
Et le bac s'est très bien passé parce que je suis une énorme fraude. Voilà, comme un petit dédicace à certains de mes camarades qui m'ont dit que j'avais volé mon bac. Ouf. C'est vrai. Ah oui, carrément. Non, mais gentiment. Ta réputation te précède, quoi. Gentiment quand même, parce que je suis arrivé avec, j'avais oui, c'est quand même des mauvais résultats en terminale S, et puis je me suis retrouvé avec une bonne note au bac, j'ai eu 14, un truc comme ça. Au bac S, qui est pas délirant, mais qui est quand même qui est assez bien. Ah oui. Bah, c'est drôle, parce qu'on va voir après quand même que avoir des mauvaises notes au bac peut te conduire jusqu'à un long parcours post-bac. C'est complexe, ça ne veut rien dire. Ça peut. Comme quoi, tout est possible. Il y a plein de parcours différents de toute façon. Hein. Mais au collège, quand même, du coup, il t'arrive un truc, si je me trompe pas. J'ai l'anecdote. Il y a un petit jeune de collège qui vient te voir, quand même, et qui te propose un truc assez délirant. Ouais, alors on sort de l'éducation, là, attention. Ouais, mais il faut raconter. Mais c'est vrai, là, on sort du milieu éducatif. On donnera pas de nom pour des raisons évidentes. Je sais pas pourquoi ça a été créé, mais en gros, il y avait une journée des talents, je sais pas quoi, à Saint-Joseph. Et donc, pendant cette journée des talents, je m'étais ramené avec plusieurs choses, notamment un monocycle, mais aussi une paire d'échasses urbaines, donc les fameuses échasses qui sautent. Si vous connaissez Alexis, vous connaissez les échasses urbaines. Et si vous connaissez pas les échasses urbaines, on en a un peu parlé dans le premier épisode, voilà. Mais tu peux expliquer à ta façon. Si vous connaissez pas les échasses urbaines, alors que vous connaissez Alexis, c'est que vous n'avez pas été sur son Instagram. Il n'y a plus rien maintenant, c'est ça. Il cache son passé, mais voilà, c'est un artiste à la base. Donc les échasses urbaines, c'est un peu comme des échasses classiques, à la différence notable qu'il y a une lame en fibre de verre et en résine, si je dis pas de bêtises, à l'arrière. Et c'est un peu comme les lames des coureurs en e-sport. Elles sont réglées différemment, hein, elles sont pas calculées pareil, mais ça permet de, on va dire, les plier, de récupérer un petit peu de poussée une fois qu'elles se détendent, et ça permet de courir plus vite et sauter plus haut. Voilà, donc de faire des figures dans tous les sens, tout ça. Et donc j'avais vu ça sur internet, fut une époque, je pense que c'était au collège avant que je passe le brevet. Et coup du destin, je passais par Paris et il y a une boutique à Paris où on pouvait en acheter et surtout les essayer. J'ai essayé, j'ai trouvé ça sacrément rigolo, j'en ai acheté, je me suis bien cassé la gueule dans mon jardin plusieurs fois, c'était bien marrant. Et donc journée des talents, à Saint-Jean, 1 an après, je sais pas à peu près, je me ramène avec ça et il y a un petit jeune, dont on ne donnera pas le prénom, qui n'est plus si jeune aujourd'hui d'ailleurs, parce que moi non plus, qui flash dessus, qui fait « Ah, c'est trop bien, je connais les échasses, nanana, vas-y, on va créer une association ensemble, ça va être trop bien. » Et là, il faut rappeler l'âge que vous avez quand même. Ouais, donc moi à ce moment-là j'ai 16 ans et lui d'en avoir 14. Voilà. Moi je connais le milieu associatif de par mes parents, mais pas du tout ce milieu associatif de gens qui ont 15 ans, ça c'est un peu... ça sort de nulle part. Donc je fais oui, d'accord, si tu veux, merci petit garçon, surtout qu'à l'époque, quand t'es au collège, au lycée, 2 ans d'écart, c'est monstrueux encore, t'as l'impression que c'est des tout petits, sous prétexte que toi t'es au lycée, alors qu'aujourd'hui, 2 ans, on fait plus trop la différence. Donc je dis oui, et on doit être en mai-juin. Et sorti de nulle part en septembre-octobre l'année d'après, après la rentrée. Moi, pourtant, mon cerveau fonctionne correctement, mais ça m'est un peu sorti de la tête. Je reçois un message, je sais pas si c'est de lui ou si c'est de l'ancien CPE du lycée de Saint-Joseph, qui était aussi impliqué dans la vie associative concarnoise, surtout chez les jeunes. Et donc je reçois un message me disant « Oh, faut que tu viennes à l'espace jeune, blablabla ». Et je me retrouve au milieu d'une réunion de création d'une junior association, donc pour les mineurs, d'une junior association d'échasses urbaines. Voilà. Excellent. Sortie de nulle part, avec plaisir madame, elle a été polie, ça fait plaisir. Voilà. Et s'ensuit... X années de festivals, échasses, démonstrations plus ou moins loufoques, cassage de gueule plus ou moins exceptionnels, embrouilles relativement légendaires, enfin des trucs sympas quoi. Voilà. Et donc ça construit une jeunesse. Ça construit une jeunesse, ça s'appelle Conk Riders, je vous invite à aller voir sur les réseaux sociaux parce qu'on est brillants et ça existera toujours. Et donc de très très bons souvenirs et beaucoup de gens comme Alexis rencontrés par ce biais. Il me semble que tu n'as pas fait que ça au collège. Est-ce que tu n'aurais pas fait une réserve militaire à ce moment-là aussi? Là, plutôt lycée, mais oui, c'est ça. Lycée, pardon. Ouais. Pourquoi tu décides de faire une réserve militaire au lycée?
Ça, c'est bien. Et qu'est-ce que t'en fais? J'ai retenu des choses. Hein. La vache. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que quoi? Alors, il faut savoir que du coup, mon père, à ce moment-là, il travaillait dans le civil, mais il avait été pilote de transport dans l'armée de l'air pendant assez longtemps. C'est pour ça qu'on est allé à Tahiti, j'en avais parlé un peu plus tôt. Et que moi, à ce moment-là, mon plan de carrière, c'était pilote de transport dans l'armée de l'air, comme mon papa, parce que mon papa c'est le meilleur, blablabla. Bref, en plus, au-delà de ça, en écoutant les expériences, les histoires, les anecdotes, je me disais, c'est franchement stylé comme métier, let's go. Ouais, c'est un métier qui te faisait rêver. Ouais, enfin, le métier de pilote, ça fait rêver. Le métier de pilote, c'est un métier qui fait rêver. Et l'idée, même de voler, de voyager, tout ça, les anecdotes. Même, mine de rien, je sais que c'est très débattable, l'armée, mais il y a beaucoup de gens qui en ont des super souvenirs, ou des anecdotes, ou de choses que tu ne peux faire qu'à l'armée, en fait, parce que c'est un cadre très particulier. Donc moi, ça m'intéressait. Et sachant que à 16 ans, les jobs d'été, c'est pas toujours évident, gna gna gna. Et en fait, à 16 ans, tu peux aller faire de la réserve militaire déjà. Et en plus, sur mon CV, ça faisait une petite ligne en plus pour le jour où je voulais aller dans l'armée de l'air. Donc, je suis allé à Avord, dans le Cher, parce que c'est à côté de Bourges où on habitait avant et c'est la base à laquelle mon père était affilié à l'époque. Et aussi parce que même s'il était plus militaire, il allait faire de temps en temps un peu de réserve là-bas. Et j'ai fait une formation, une FMIR, une formation militaire initiale du réserviste, si je dis pas de bêtises. Dans l'armée de l'air, du coup. Dans l'armée de l'air, tout à fait. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est réserviste? Et qu'est-ce qu'on fait quand on est réserviste dans l'armée de l'air? Alors, c'est beaucoup d'anecdotes cette formation, mais grosso modo, on se tape 2 semaines de formation au début pour être réserviste. Il y a un peu de tout. Ça commence par t'expliquer qu'il faut avoir les cheveux courts. Il y en a qui partent parce qu'ils veulent pas se tondre les cheveux. Bref, donc il y a eu beaucoup de tri sélectifs, si je puis dire, où on s'est retrouvés assez nombreux au début et plus du tout nombreux à la fin. Enfin, beaucoup moins. Une dizaine, quinzaine. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait? Comme je disais, on marche au pas, on prend des ordres, on apprend beaucoup de choses. On passe les 3 quarts du temps en classe en fait. On nous apprend l'organisation de l'armée, on nous apprend la hiérarchie, les grades, on nous apprend à monter, à démonter un FAMAS à l'époque parce que c'était le FAMAS. Ça dure combien de temps cette formation? Alors, tu as une formation initiale globalement d'une semaine et une formation, on va dire, avancée où là on t'apprend un peu plus de réservisme. La 2e semaine. Okay. Après, tu fais une petite cérémonie devant papa, maman au bout de 2 semaines. C'est stylé. Et voilà, tu as une petite journée commando aussi où tu tires à blanc dans la campagne et machin. Tu apprends à faire du tir aussi, pas seulement à démonter et à remonter. Et non, franchement, c'est... Tout dépend de l'encadrement. Je sais que ça a beaucoup évolué depuis parce que le but reste quand même, c'est une sorte de publicité finalement. C'est quand même une publicité pour l'armée parce que c'est les jeunes, machin, et le but c'est de les encourager à venir dans l'armée. Donc ça a un peu évolué sur le fait que aujourd'hui on fait moins faire de pompe et de traction qu'avant, et on est plus en train de dire regardez, c'est joli, vous avez un travail, c'est encadré, c'est un mode de vie stable et tout ça. Donc ça s'est un peu adapté à la situation d'aujourd'hui, mais à l'époque c'est vrai que moi je me souviens qu'on avait fait beaucoup de pompes et marché beaucoup, et que j'étais serré dans mes t-shirts et dans mes pantalons quand je suis revenu à la maison après, ce qui est assez impressionnant au bout de 2 semaines. Voilà. Ok, tu l'as dit du coup bac S, et tu as commencé à le spoil, tu as fait une prépa. Ouais. Du coup la prépa c'était objectif pilote dans l'armée? Alors c'était complètement aléatoire. Disons que moi à ce moment-là quand même, il faut comprendre que pour devenir pilote dans l'armée de l'air, il y a 2 options principales. Soit tu fais l'école de l'air, qui est en gros une école d'ingénieur militaire. Donc je suis une prépa militaire ou une prépa normale et tu tentes l'école de l'air. Soit sinon tu as ce qu'on appelle les EOPN et ça te permet en post-bac de pouvoir éventuellement devenir pilote ou personnel navigant dans l'armée de l'air. J'avais pas du tout l'intention de passer par l'école de l'air parce que j'avais très clairement pas, j'avais pas la rigueur en fait. J'avais pas cette rigueur pour me motiver à aller faire ça, et parce que mon papa était passé par les EOPN et que je me disais les EOPN c'est plutôt bien. Mon père il a des collègues qui ont fait l'école de l'air, qui sont arrivés, qui ont piloté pendant 10 ans, et au bout de 10 ans on leur fait bon c'est bien, t'es gentil, maintenant tu vas dans les bureaux. Et ça, il y en a qui refusent de monter en grade ou qui refusent ça. Mais de base, si tu fais l'école de l'air, c'est que tu te projettes sur une carrière qui a une carrière militaire finalement. Militaire, mais qui va avoir une fin administrative en fait, et administration, responsabilité, ce qui peut être très sympa en fin de carrière. Mais moi, c'est pas ce qui me faisait rêver, vu que c'était plutôt le métier de pilote.
Donc je me projetais pas du tout passer par l'école de l'air de toute façon et j'aurais probablement pas pu. Donc je visais les UOPN, mais il faut être conscient que je fais encore jeune, mais je faisais aussi très jeune à l'époque. Donc ça me faisait pas de mal, plutôt que de le faire direct en post-bac, d'attendre un petit peu avant de le faire. Et donc la terminale arrive, je passe le bac en étant inscrit sur des trucs complètement au hasard sur admission post-bac. Il faut pas croire, hein, alors pour des gens c'est le cas, mais là où vous allez vous inscrire sur... Parcoursup, ouais. Ouais, là où vous inscrivez, ça veut rien dire sur votre avenir. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont s'inscrire dans une fac de biologie et qui vont finir en fait complètement ailleurs. Il y a des gens qui vont faire infirmier, qui vont finir naturaliste en Australie. Il y a des gens qui vont... Voilà. Ouais, bien sûr. Bah, c'est le but de ce podcast, c'est justement de se dire que c'est pas parce qu'on fait une formation ou un truc qu'on est cantonné à un métier toute sa vie. Exactement. Il n'y a pas de fatalité. Maintenant, voilà, faut quand même s'ouvrir quelques portes et s'inscrire à 2 ou 3 trucs pour post-bac. Donc, ce que j'avais fait à l'époque, même si j'étais pas particulièrement inspiré par quoi que ce soit. Donc, j'avais mis quoi? J'avais mis BTS aéronautisme, BTS tourisme. Donc, il y avait quand même toute une palette. Voilà. Je finis mon lycée. J'étais même pas sûr d'avoir mon bac parce que vraiment j'avais pas des super notes et finalement j'ai eu mon bac plutôt bien et j'ai une copine, celle-là on peut la nommer Angèle Le Baillon parce que parce qu'il n'y a pas d'animosité avec elle du tout, bien au contraire. Et qui elle était en prépa à Quimper et qui me dit oh mais viens à la prépa c'est rigolo blablabla. Elle a peut-être pas dit c'est rigolo mais elle m'a dit c'est bien. Le piège. Le piège. Voilà, moi, innocent, aucune idée de ce que c'est la prépa. Je me dis, vas-y, stylé, c'est à Quimper, c'est pas loin. Oh là là. Le nombre de bateaux sur l'eau, parce qu'il y a des régates en fait aujourd'hui, et il y a plein de bateaux. Donc je me dis, vas-y, c'est stylé, aucune idée, je me suis pas renseigné, je m'inscris, je suis pris. On n'est pas pris normalement en maths sup en prépa n'importe comment, hein. C'est juste que Briseux, c'est une maths sup qui est plutôt chill et qui en fait, si tu t'inscris hors hors le post-bac traditionnel, en fait, s'il leur reste de la place, ils te prennent. Donc je me suis inscrit là, j'ai été pris, et on arrive en septembre. J'arrive donc en prépa, l'équivalent de maths sup, ce que je ne savais pas. Je savais même pas que c'était pour faire ingénieur, hein. Je suis vraiment arrivé les mains dans les poches. Encore une fois, j'ai beaucoup de très bons amis aujourd'hui qui me disent encore que j'étais une sacrée fraude. Parce qu'en prépa, il faut être conscient, pour ceux qui ne le savent pas, c'est les mecs qui ont eu 20 sur 20 au bac de maths, qui ont 18 de moyenne au lycée, normalement c'est les tronches, quoi. Moi, pas du tout, hein. Alors j'ai mes facilités, mais bon... oui, ça a ses limites en prépa. En fait, il y a des gens qui sont bosseurs, il y a des gens qui ont des facilités. Après, il y a des gens qui sont très très bosseurs et qui ont beaucoup de facilités et qui s'en sortent rien qu'avec l'un ou rien qu'avec l'autre. Mais globalement, en prépa, il faut être bosseur et avoir de facilités. C'est-à-dire que tu dois avoir les deux. Si tu as des facilités, tu te fais bien retourner. Si tu es bosseur mais que tu n'as pas de facilité, tu vas bosser dans le vide et tu t'en sortiras pas. Donc voilà. Donc j'arrive en prépa et tu as un premier petit examen en classe, un premier petit test. Et donc tu es avec que des gens qui sont habitués à avoir des 18, des 20, des machins. Et là, bam, tu as un cours de 4 heures de physique. Le lendemain, on arrive et tu as une petite évaluation de 20 minutes sur le cours que tu as vu hier et tu dois répondre des équations imbuvables. Donc évidemment, la moyenne de classe, elle doit être de 2 sur 10. Quoi. Ouais. Voilà. Et donc là, tu es avec des gens qui sont habitués à avoir des notes de fou, qui se tapent un 2 sur 10 et qui étaient un peu en panique. Et moi, je me souviens, je fais, mais c'est pas grave les gars, ça pourrait être pire. On pourrait être en maths sup. Évidemment, je me suis fait un peu assassiner parce que j'étais le seul à pas savoir où on était. Donc je suis arrivé complètement par hasard en prépa. Voilà, pour la partie pas du tout résumée. Je suis arrivé complètement par hasard en prépa. C'est ce qu'on peut le plus rapprocher de torture au niveau des études, je pense. Excellent. Voilà, mais j'en garde de très bons souvenirs parce que je me suis fait de très très bons amis. J'ai rencontré plein de gens formidables. Mais je me suis surtout cassé. Déjà parce que j'étais là par hasard. Parce que le métier d'ingénieur, ça ne veut rien dire, hein. Ingénieur... ça veut rien dire, il y a plein de domaines différents, il y a plein d'écoles différentes, des payantes, des pas payantes, des bonnes, des moins bien. Comme les salaires, on va te vendre que tu touches 5 000 € en sortie d'école. Peut-être que si tu as fait X, tu sors avec 5 000, mais 90% des études en école de commerce, non. Enfin, d'ingénieur, non, pardon. Donc voilà, donc on te vend un peu du rêve, c'est pas le cas. Et aussi, ton métier, c'est globalement de faire des maths et de l'informatique pour les autres. Donc ça m'a pas forcément intéressé. Et aussi parce que je me suis rendu compte que les gens n'étaient pas là parce qu'ils voulaient être là, mais parce qu'ils pouvaient être là. Ouais. On n'est pas en prépa parce qu'on a envie d'être ingénieur, on est en prépa parce qu'on a les résultats qui permettent d'être en prépa.
Donc ça m'a pas plu et je me suis redirigé vers mon domaine actuel. Tu fais qu'une année de prépa? Donc je fais une année de prépa, je passe mes sélections donc européennes pour faire pilote. Ça se passe à la fois bien et mal. C'est-à-dire que j'ai plutôt... en fait, il faut comprendre, c'est des sélections. Hein. Donc, tu as une semaine de sélection et globalement, alors, il y a certaines places en fonction des années, mais ça, c'est un long sujet. Mais globalement, tu arrives, tu es une trentaine et ça se trouve, il y a 4 places. Il y a 4 places. Ouais, et puis alors au tout départ, déjà, envoyer des dossiers, il y en a des milliers par an. T'envoies des dossiers, il faut être sélectionné pour aller passer la sélection, blablabla. Faut le dire. C'est sans doute ce qu'il y a de plus sélectif. Alors, il y a beaucoup de concours sélectifs, mais alors ceux-là, ils sont vraiment très sélectifs. En fait, il y a très peu de places. Voilà. Donc moi j'arrive, je me dis parce que faut savoir que je passais mon PPL à côté, donc je passais ma licence de pilote privé, donc je pilotais déjà de mon côté. Je me dis entre ça, l'armée, la prépa, j'arrivais avec un bon dossier quoi. Je suis arrivé, premier jour de sélection, c'est un peu plein de trucs, je sais pas si ça a évolué depuis, donc t'as des trucs, t'as un petit peu de mathématiques, un petit peu de logique, du repérage sur des cartes, du repérage dans l'espace, du repérage où on te met l'assiette ou des instruments d'avion et tu dois définir la position dans laquelle est ton avion. C'est des trucs un peu rigolos. De toute façon, tu peux pas vraiment réviser pour ça. Ce qu'ils veulent voir, c'est un peu comment ton cerveau fonctionne et aussi comment tu t'habitues à un exercice. Donc, ils te font refaire le même exercice plusieurs fois psychomoteur 3 fois pour voir exactement si tu t'améliores. Et alors, le résultat à la fin de la semaine? Donc, ça se passe plutôt bien. C'est tous les jours, il y a une sélection. J'ai même pas été au bout de la semaine. Il y a des exercices pour lesquels je me suis super bien débrouillé, notamment le coup de l'assiette, là, de se repérer dans l'espace. Ça, franchement, c'était cool. Il y a des exercices un peu moins, je sais plus exactement, mais globalement, j'avais plutôt des bons résultats. Mais il y avait 3 places, un truc comme ça. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'à la fin de la semaine, il faut qu'il reste 3 personnes. Donc, plutôt, ça, j'ai pas la logique, plutôt que de laisser les gens avancer, en fait, dès le premier jour, ils gardent seulement 3 personnes. Et après, ils voient si les 3 personnes réussissent le reste des tests. Et puis, s'ils réussissent pas, ils feront une session d'après, et voilà. Donc la première journée se termine, on nous dit on va appeler les gens et puis si vous êtes appelé c'est que c'est bon, si vous n'êtes pas appelé c'est pas bon. Je suis pas appelé donc c'est pas bon, je me dis merde quand même. Comment tu le vis ce résultat négatif? C'est quand même un peu un rêve de gosse. Ah oui, à la base, moi, je disais tout ça, ça me paraissait évident. Quand t'es au collège et qu'une heure par semaine, t'avais un truc d'orientation, tu regardais les métiers, je sais pas quoi. Voilà, moi, ça a toujours été la même chose, c'était simple, efficace. Et donc, déjà, quand j'apprends que je suis pas sur la liste, je suis pas content. Et ensuite, on me fait comprendre que, globalement, les résultats sont bons, que je suis donc 3e de la journée, donc en théorie que je pourrais continuer à avancer, mais que malheureusement, pour une histoire de quota, je peux pas être pris parce que il faut laisser une des filles du groupe passer devant parce que pour une histoire de quota ils sont pas bons du tout et que là ils peuvent pas ne pas prendre de filles plus loin dans la sélection. Voilà. Donc je me suis fait un peu griller ma place pour ça. Bon, c'est le jeu, hein, c'est comme ça. Donc j'ai un peu les boules parce qu'en plus il y a vraiment, comme je disais, des trucs où j'avais plutôt des bons résultats. Et aussi surtout parce que se dire que tu te fais avoir pour une histoire de quota, mais que c'est une sélection que tu ne peux passer qu'une fois, ça fait un peu mal aux fesses. Donc je reviens en prépa, où les profs ils sont un peu en train de m'attendre au quart de tour parce qu'ils savent que je suis un peu un branleur. Et ils sont à moi, alors ça s'est passé comment? Moi je fais moyen. Je suis de retour, donc pas bien, mais en même temps, je suis pas forcément déçu de ma performance, même si j'aurais pu faire mieux, hein, forcément. La prépa continue un petit peu. Mon frère, lui, était en école de marine marchande, en Belgique, à Anvers. Et c'est là que j'irai après aussi. Ouais. Et lui me dit, vas-y, viens, c'est cool, nanana, bonne ambiance. En plus, en première année, tu pars sur un 3 mâts pendant 1 mois, c'est vachement stylé et tout. Et puis le métier, ça paye bien, t'as des vacances, tu voyages, Je fais ça paye bien, t'as des vacances. C'est super facile de te convaincre, hein, toi. Il faut juste te motiver, tu fais tout ce que les gens te proposent. L'argent, faut être réaliste, hein, c'est le nerf de la guerre. Non, mais les vacances aussi. Non, mais plein de choses. Mais de toute façon, à ce moment-là, je savais plus trop ce que je voulais, mais je savais ce que je voulais pas. Okay. Voilà. Ça, c'est très important, hein, c'est pour tout le monde. Si vous savez pas ce que vous voulez, au moins, soyez sûr de savoir ce que vous ne voulez pas. Et donc je voulais pas me retrouver derrière un bureau à faire des maths pour quelqu'un d'autre, même si j'adore les maths. En prépa, j'aime plus les maths, hein, on va se calmer. Et là, en me faisant globalement, en fonction des profs, grosse dédicace à Amandine, prof de chimie, à jamais dans mon cœur, mais qui m'a dit, Gauthier, t'es vraiment con parce que t'as une queue de vache dans la main. Il y a une queue de cheval dans le pantalon, pardon. T'es loin d'être con, parce que quand on fait l'école, parce qu'en prépa tu fais d'école, donc t'as des examens oraux 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Quand on fait l'école, t'arrives, t'as pas vraiment travaillé, pas vraiment révisé,
Et en fait, il suffit qu'on te donne un petit indice, tu comprends, ça avance, mais en fait, t'es juste un branleur. C'est pas que ton cerveau fonctionne pas, c'est que t'es un branleur. Bon, problématique qui me suivra toute ma vie. Ah, c'est ce que tu nous disais. Et ce n'est toujours pas fini. Voilà, c'était le cas déjà au lycée. Et donc, je vais en Belgique remplacer mon frère, on va dire, parce que mon frère, lui, a magnifiquement foiré la Belgique, enfin, ses études à Anvers, de marine marchande. Dédicace aussi. Dédicace à mon frère, mais c'est parce que c'est pas quelqu'un de scolaire, mais il s'en est très très bien sorti après scolairement. Mais voilà, donc il a raté ses études en Belgique et moi je suis revenu, j'ai même repris globalement le même appartement que lui, à peu près. Donc voilà. Trop bien, cette école on y fait quoi? Et globalement c'est pour faire quel métier après? Alors ça dépend pour qui, mais globalement pour la majorité des élèves, cette école on y passe du temps. Et si on n'y passe pas du temps en classe, on y passe du temps inscrit. C'est-à-dire que c'est pas comme une école d'ingénieur, une prépa ou quoi, où c'est beaucoup plus proche de l'université. Pas forcément au niveau de la difficulté, mais au niveau de l'encadrement, c'est-à-dire que tu n'es pas particulièrement encadré. Donc oui, tu as ton uniforme avec ton pull, ta chemise, ton pantalon, tes petites chaussures noires, machin, tu as ton uniforme de marin, hein. Donc tu as cours en uniforme, c'est vachement stylé, tu as des cours de matelotage où tu apprends à faire des nœuds, tu apprends à faire du morse, machin, enfin tu as des trucs cool et pratiques, hein. Mais tu as aussi des cours de maths, des cours d'anglais, des cours de technique du navire, de machin, de météo. Enfin, globalement, tu as des cours qui sont très pratiques et très intéressants en fonction des profs, et des cours qui sont plutôt théoriques et qui vont être un peu plus costauds. Ouais. Le problème, c'est que vu qu'il y a très peu d'encadrement, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas en cours. C'est aussi le début des études, donc il y en a beaucoup qui se cherchent, qui vont faire la fête, ça ressemble à la fac, qui se découvrent. C'est un peu comme la fac, c'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui ratent, pas parce qu'ils n'ont pas le niveau, mais parce qu'ils ne sont pas donné les moyens. Donc moi, j'arrive là en sortant d'un an de prépa, et même si je m'étais touché la nouille, en fait, se toucher la nouille en prépa, c'est bosser comme un dieu dans d'autres études apparemment, parce que je suis arrivé toujours en étant un branleur, mais au début, les résultats étaient plutôt là, et je me disais, cool, donc j'ai repris mes habitudes de branleur. Et j'ai eu des moyens résultats. Pas affreux, hein, mais moyens. En Belgique, tu peux faire officier pont ou officier machine. J'avais commencé comme mon frère pour être officier pont. Et après un an d'études, je me suis rendu compte, en fait, aujourd'hui, le métier de marin, et c'est le cas de beaucoup de métiers, c'est quand même beaucoup de paperasse, beaucoup de responsabilités. Et finalement, est-ce qu'on s'y retrouve? Est-ce que ça a vraiment un sens? Est-ce que c'est vraiment le métier que je veux? Et à ce moment-là, j'ai un très bon ami qui, lui, était en machine et qui m'a dit « Vas-y, c'est fun la machine, c'est un peu plus pratique, machin, Je suis pas du tout mécanicien. Encore un truc bien vendu. Voilà, encore un truc bien vendu. Non, mais alors, autant j'aime bien vendre des trucs, autant, c'est pas dur de me convaincre. Et il m'a dit « Vas-y, c'est stylé, c'est un peu plus, tu fais un peu plus fonctionner ton cerveau. » Et donc, je suis allé en machine au bout d'un an. Et ça s'est plutôt bien passé. On n'était pas beaucoup dans ma promo à être resté finalement. Ça dépend des années. Il faut comprendre aussi, ça c'est un truc qui est réel et c'est valable dans le travail comme pour les études. Mais en fait, les gens qu'on a autour de nous, ça nous impacte énormément. Que je vois ma promo quand je suis arrivé en machine, c'est pas une promo qui était particulièrement bosseuse et où on s'entraidait pas forcément des masses. Il n'est pas resté grand monde à l'arrivée. 2 promos plus tard, toute une classe qui se partagent les cours, qui bossent, bonne ambiance, ils ont tous beaucoup mieux réussi. Ouais. Même certains qui, quand on les voit, on se dit mais oula, ils sont dangereux sur un bateau, ils s'en sont sortis parce qu'il y avait un vrai travail d'équipe. Donc ça, c'est très important aussi, hein. La solitude pendant les études, c'est une réalité, et être bien entouré pendant ses études, ça fait des miracles. Donc je m'en sors en 4 ans, un truc comme ça. Plutôt bien, surtout la fin des études, ça s'est très bien passé, les résultats étaient là. Le mémoire de fin d'études, je me suis régalé. Donc là, tu es diplômé d'une école pour être... ça donne quoi comme métier? Officier mécanicien? Alors c'est ça, parce que tu as un diplôme, on va dire, de ton école, donc de mécanique navale, je sais pas quoi. Et tu as après des diplômes qui sont des diplômes de marin, donc des certificats qui sont reconnus et qui sont très professionnalisants. Donc c'est pas un master, un bachelor, c'est quelque chose qui est vraiment spécifique au milieu maritime. C'est des certificats STCW. Et en gros, tu as un certificat d'officier mécanicien illimité. Donc ça veut dire que je peux être officier mécanicien sur toute taille de navire, peu importe la puissance des moteurs et tout le tralala. Petite pause, est-ce que tu as une... jusqu'à la fin de tes études? Est-ce que tu as une ex qui t'a marqué Si t'as un nom. Je donnerai rien. Est-ce que tu as une galère ou un échec à un moment donné qui t'a quand même aidé à te construire? On parlait par exemple du test de pilote, est-ce qu'il y a soit celui-là ou soit un autre qui t'a aidé à te construire et à avancer Dans les études ou en général? En général. Là, ce coup-là, je pense que ça m'a aidé un peu à relativiser sur quelque chose qui concerne beaucoup de monde. Ça m'a aidé à relativiser sur peut-être que tu vas pas faire ce que tu avais prévu. Ouais. En fait, c'est-à-dire, voilà, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, c'est peut-être que tu es parti pour faire des études de médecine, et en fait, tu vas pas du tout être médecin.
Il y a combien de personnes, surtout aujourd'hui de plus en plus, font des études d'ingénieur, de machin, et ils finissent à être serveurs saisonniers au Club Med parce qu'en fait, ils sont plus contents dans un cadre comme ça. Voilà. Donc je me suis un peu pris cette claque-là à ce moment-là, où je me disais, putain, merde, déjà j'étais allé en prépa par hasard, j'ai raté ma sélection qui était un peu le seul truc que je visais parce que sinon j'avais pas trop d'idées. Je rate ça, et je me retrouve à nouveau en prépa dans un endroit où je veux pas être, faire des études où je veux pas être. Et là, il faut que je change de parcours. Alors en soi, marin et pilote, c'est des métiers où il y a des similitudes, mais je ne m'étais jamais projeté marin avant ça. Ouais. Et des fois, il faut être réaliste sur le fait que faut changer de parcours, il n'y a pas de honte. Il est jamais trop tard. Hein. Moi, j'ai vu des gens rentrer à l'école à 40 piges et ils étaient directeurs d'usine avant, ils vont faire ça. Mais c'est juste qu'il faut le faire. Plutôt qu'être perdu ou plutôt qu'être malheureux. Voilà, donc ça a été un peu un moment de réalisation, si je puis dire. Et sinon après, dans les études, si je pense que c'est en particulier là, le cas de mon école, mais c'est le cas de beaucoup d'étudiants, je pense, tu as certaines matières qui font du tri. Voilà. Les maths, par exemple, à l'école de marine marchande en Belgique, font un énorme tri. Et je me souviens très bien d'avoir raté les maths ma première année, parce que, encore une fois, énorme branleur. C'est le titre de l'épisode. Ça, ouais, je pense, hein, on y est. Hein. Et en fait, j'ai raté ça, et je me dis, c'est pas grave et tout. Je rate au rattrapage aussi. De toute façon, j'avais pas partiellement bossé pour, je m'étais concentré sur d'autres matières. Puis là, tu arrives à la deuxième année, donc tu fais plein d'autres matières, parce que tu peux commencer des matières de deuxième année, c'est pas grave, mais tu as redoublé les maths, et donc tu dois faire les maths. Puis c'est pareil, les cours de maths c'est chiant, et puis tu as déjà vu, et puis tu as la flemme, et puis c'est le vendredi matin à 8h. Puis en fait, je me souviens très bien d'arriver et de me dire, merde, en fait, c'est facile de juger les autres, de voir les mecs qui mettent 8 ans à faire l'école, tout ça, et de se dire, putain, la vache, franchement, ça me ferait chier, les boules un peu. Puis en fait, je suis en train de devenir ça. Je suis en train de dire, merde, si là, je me foire sur mes maths la deuxième fois, là, ça veut dire que je pars pour une troisième année pour les maths. Ça veut dire aussi que l'année prochaine, j'ai presque pas de cours à part ça. Ouais. Et ça veut surtout dire, en fait, mais est-ce que je vais rester pour une matière que j'ai ratée déjà 2 années et là, ça fait un peu mal au cul. Parce que tu dis, putain, merde, j'ai loupé un premier truc, je vais peut-être en louper un deuxième, là. Et là, je me souviens très bien de m'être dit, là, j'ai pas trop le choix, en fait. Là, il faut que je me prouve quelque chose, parce que c'est facile de se dire, oui, j'ai toujours eu des facilités, nanana, oui, j'ai fait la prépa avant, donc les maths, c'est facile, bien sûr. Moi, j'en connais, des mecs qui sont sortis de maths sup, maths spé, qui ont fait les deux, qui ont raté l'école de Belgique après, parce que t'es pas du tout encadré, tu te dis, mais c'est bon, j'ai fait des maths avant, puis tu te fais avoir. Et donc, je me souviens, de cette réalisation-là, de me dire, merde, là, si je me loupe, oui, j'ai encore une chance, mais le but, c'est pas forcément d'aller chercher la dernière chance non plus. C'est ça, faut pas non plus. C'est très dur, c'est un peu un serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que on se dit toujours, putain, c'est l'image là du mec qui mine, qui creuse, et il y a des diamants, il s'arrête juste avant les diamants. Tu dis, putain, ça se trouve, je suis la 3e année en plus, et vas-y, ça passe. Ouais, mais ça se trouve, t'as fait ça pour rien. J'ai maintenant une séquence que je fais à chaque épisode, c'est 12 questions que je te pose. Okay. C'est les mêmes à chaque épisode. Très bien. Il faut essayer d'y répondre hyper rapidement. C'est questions rapides, réponses rapides. Pas mon point fort, mais j'écoute. Ton moment ou ton endroit préféré pour réfléchir? Le voilier, je pense. Ok. Une chanson que tu pourrais écouter en boucle? Ça dépend des moments. Clic, pan, pan, pan. Waouh, ok, énorme. C'est vrai qu'il me l'a mis en pleine rando à Belle-Île, je note sur les sentiers, c'était quelque chose. Soit ça, soit là. Oui, non, ça, on s'incitera pas. Le truc qui te motive le matin? Mon salaire. Puis voir du monde. Le truc que tu as fait avant ce podcast, par exemple ce matin, du coup? J'ai été chercher mon passeport à l'état civil de Concarneau. Si tu pouvais changer un truc dans le monde, tu changerais quoi? Oula, le potentiel de blague est monstrueux. C'est dur, hein. C'est très compliqué. Tu peux répondre à la fin dans le monde, oh la guerre ici, la guerre là, les nanas. C'est très compliqué en fait. Ouais, je pense qu'il faut que les gens soient moins hypocrites. Je pense que ça c'est important. Faut pas être manichéen. C'est pas tout blanc, pas tout noir. Faut savoir un peu ouvrir les yeux et être ouvert au point de vue des autres. Une appli que tu ouvres tous les jours? Il y en a beaucoup. Après, il y a tout ce qui est facile, tous les Instagram, les Twitter, tout ça. Ouais. Ça peut être ça. Je ne veux pas en être fier, mais ça peut être ça. Et sinon, je dirais peut-être, là où par contre j'en suis un peu plus content, je pense que c'est pas le réveil, mais l'appareil photo. Ok. Je pense que voilà, c'est une application que j'ouvre probablement presque tous les jours. Parce que si je vais dans ma galerie, je pense que je trouve presque au moins une photo par jour. Déjà parce que j'ai la chance de faire des trucs stylés. Donc je prends beaucoup trop de photos. Mais aussi parce que je pense que c'est important. Malheureusement, la mémoire, c'est pas ad vitam aeternam. Et puis, il y a des gens qui oublient, puis même nous, on oublie. Il n'y a pas à être vieux pour oublier. Puis des fois, tiens, putain, c'est vrai, j'ai fait ça aussi, c'est stylé. Voilà, donc je trouve ça sympa. Un truc que tu aurais aimé apprendre plus tôt? Beaucoup de choses. Faut pas mentir, mais toute vérité n'est pas bonne à dire. Ne pas dire, c'est pas forcément mentir. Alors, ça veut pas dire tromper vos meufs.
Je le laisse. Si, il faut pas tout prendre pour soi, enfin pas tout prendre sur soi. Des fois, il y a des choses qui vont pas et tout ça, et puis t'en prends plein la gueule, mais ça veut pas dire que t'es quelqu'un de mauvais ou quoi. Faut essayer de croire que les gens sont pas fondamentalement méchants. Voilà. Ok. Un endroit où tu rêves d'aller. On a déjà fait beaucoup. Je pense que 90% du temps c'est dans mon lit, mais j'ai pas faim. Donc si j'avais faim, j'aurais dit je rêve d'aller chez mes grands-parents parce que je me serais pété le bide. Je sais pas, là dans l'immédiat, j'irais bien au ski. Ok. Voilà. Un truc qui t'énerve mais qui ne devrait pas autant t'énerver que ça. Si, carrément. Dit comme ça va être affreux. Ma maman. C'est horrible. C'est horrible. Non, mais alors attends, Voilà, parce qu'il y a l'explication. Il y a l'explication après. Non. Et je dis ça, je dis pas ça sur le fait qu'elle m'énerve, c'est surtout sur le point que ça devrait pas m'énerver autant. Oui, ok. C'est sur ce point-là, surtout, que je veux revenir. C'est-à-dire qu'on a cette tendance à être beaucoup moins tolérant avec nos proches. C'est-à-dire qu'on a beaucoup moins de patience sur ses proches. J'ai peu de patience pour ma maman, mais aussi parce que quand on est petit, nos parents, pour beaucoup de gens, c'est un peu des dieux. Puis plus on vieillit, plus on voit leurs défauts, plus on voit machin. Et puis aussi, nos parents vieillissent et voilà. Ça aussi, c'est cadeau. Bam, les parents vieillissent. Prends ça. Tain, ils seront plus là un jour. Blam, nous non plus. Mais donc oui, ma maman, c'est vrai. Des fois, elle va arriver, elle va faire ou dire des trucs qui, venant de quelqu'un d'autre, ça m'aurait même pas demandé de patience, j'aurais pas réagi. Mais vu que c'est ma maman, je vais être moins patient. Parce que soit j'idéalise, soit je suis moins patient de manière générale avec elle, mais ça va être le son sur le téléphone, ça va être la manière dont elle a fait ci, dont elle a fait ça. Je vais être moins patient juste parce que c'est elle. Donc en fait, c'est pas, pour revenir sur la question, c'est pas un truc qui m'énerve en particulier, mais c'est un truc sur lequel ça devrait pas m'énerver autant. Est-ce que tu as un rituel avant un moment important? Je pense que avant de sortir de chez moi pour quoi que ce soit, je pense que c'est un truc assez classique, hein, j'ai un peu genre mon clé, téléphone, portefeuille. Genre je vais taper mes poches. Ah ouais, ok. Et en fait c'est toujours la même chose. Même si j'ai rien besoin de prendre, que je vais juste dans le jardin, je vais taper mes poches ou quoi. Ok, c'est bon. Eau, gaz, électricité. Et en fait, c'est un truc que je tiens de mon papa quand j'apprenais à être pilote. Le milieu aéronautique, c'est que des checklists. Et en fait, c'est toujours avant de décoller, tu checkes eau, gaz, électricité. Donc entre guillemets, est-ce que tu as du diesel, est-ce que tu as de l'électricité, est-ce que machin. Donc en fait, est-ce que tout est démarré? C'est pareil sur le voilier. Tu vas regarder. Est-ce que j'ai bien de l'essence pour mon moteur? Est-ce que j'ai bien défait les amarres? En fait, il y a toujours des trucs de base. Et avant de sortir de chez toi, tu vérifies. T'as ton portefeuille, t'as tes clés, t'as ton téléphone. Excellent. Et donc c'est mon petit rituel. Une personne connue ou pas que tu aimerais bien rencontrer? Ouh, c'est stylé ça. Genre rencontrer ou avoir le temps de parler avec? Le temps de parler avec. Oh, une belle rencontre. En vrai, c'est chaud. Allez, vas-y. Je sens que tu as encore un beau truc à nous dire. Adolphe, non. Il est mort. C'est très bien comme ça. On va dire en vie, ce sera plus simple. Que j'aimerais bien rencontrer et avoir le temps de parler honnêtement avec. C'est pas très original, mais genre Trump ou Macron, un truc comme ça. Ok. C'est pas très original parce que je pourrais dire j'aimerais bien rencontrer tel vieux qui a super bien, genre j'aimerais trop rencontrer David Attenborough pour voir ce qu'il pense sur le climat. Pas particulièrement envie de rencontrer Greta Thunberg, mais par contre j'aimerais bien rencontrer genre Trump et avoir le temps de parler avec lui pour me dire est-ce que il est complètement débile ou est-ce que c'est vraiment un super jeu d'acteur. Le président américain a vraiment autant de pouvoir qu'il en a. Ou est-ce qu'en fait, il est quand même sacrément influencé et machin? Évidemment, mais à quel point? Et ça va pareil pour Macron, en fait. Savoir, en fait, par exemple, à quel point son avis personnel, ses idées personnelles sont présentes dans sa politique, par exemple. C'est-à-dire que la politique, c'est beaucoup de populisme, entre guillemets, quand même. Donc c'est pour savoir, genre, est-ce que ces trucs-là, tu le fais pour faire plaisir aux gens parce que tu te dis, en ce moment, c'est plutôt la tendance, donc voilà, j'aimerais un peu avoir ce point de vue entre ce qui est un peu populisme ou quoi, après les opinions changent, Okay. mais entre ce qui est pour faire plaisir et ce qui est le vrai avis des gens. Et la dernière question, c'est le truc dont tu es le plus fier jusqu'à présent. C'était vraiment pas court du tout, ma réponse. Non, c'est vrai, t'as rien fait de court, là. Le truc le plus fier. Le truc le plus fier, je pense que je suis fier de mes amis et de ma famille. Ok, voilà, c'est une belle réponse, on va rester là-dessus, simple et efficace. Donc on l'a dit, tu as obtenu ton diplôme en marine marchande. C'est ça. Et ensuite, il faut qu'on parle un tout petit peu de ça, mais on va faire assez vite parce qu'après j'ai des questions qui sont pas mal aussi. Mais tu as un parcours pro quand même qui est construit avec des expériences que peu ont. Il faut que tu nous les racontes. Je pense au bateau là en Norvège. Oui, d'accord. Il faut savoir que quand on finit nos études de marine marchande, c'est un peu comme certains qui font de l'alternance ou des choses comme ça, on a des stages en fait, on appelle ça des embarquements d'élèves officiers, mais c'est des stages.
où on est élève officier pendant 6 mois ou pendant 12 mois. Pas forcément d'un coup, hein, ça peut être 2 mois, 1 mois, 3 mois, bref, voilà. Et c'est recommandé de le faire dans plusieurs compagnies, mais après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. En Belgique, pendant les études, on fait un stage sur un voilier, sur un 3-mâts, donc c'est pas forcément ultra représentatif du milieu de marine marchande, parce que la marine marchande, c'est les pétroliers, les porte-conteneurs, les navires de croisière, les bateaux qui transportent des voitures, qui transportent les bananes, enfin c'est tout ce que vous voulez en fait. 90% de la marchandise passe par la mer aujourd'hui, c'est beaucoup, sachant qu'il y a beaucoup de marchandises. Donc ça fait beaucoup de bateaux, donc forcément un voilier, enfin un 3-mâts, un vieux 3-mâts classique, c'est pas très représentatif du milieu. Donc on fait ça, et après, l'école est pas forcément ultra bien organisée sur le fait de nous faire des stages pendant nos études. Ce qui fait que quand on sort de l'école, certes on a nos diplômes, mais on a encore un peu des bleus, donc il faut vraiment qu'on fasse ces stages. En France, c'est un peu l'inverse. Il y a des temps qui sont dédiés tous les ans pour que pendant leurs études, ils partent en mer, les élèves, et comme ça, quand ils ont fini leurs études, ils ont l'expérience et le diplôme et ils peuvent directement travailler. Gros point positif de l'école française. Donc je finis mes études. En juin, pas de rattrapage. Excusez-moi. Pour une fois. Pour une fois, la seule fois. Hein, c'était ma dernière année. On remerciera le Covid et le Seigneur. En août, je pars sur le Jacques Cartier, qui est un bateau tout neuf de la compagnie de croisière du Ponant. Et je pars en élève officier sur le Jacques Cartier. Alors Ponant, pour ceux qui connaissent pas, ça va aux Seychelles, en Antarctique, en Polynésie, machin. Moi, je suis donc parti à Saint-Malo. Voilà. À 2 heures de Concarneau. Voilà, donc j'y suis allé en voiture avec mes parents et puis je suis monté à bord. Bonjour, personne ne m'attendait. Voilà. Bonjour, salut, je viens, je suis élève officier, je suis cadet. Voilà, donc s'ensuit 2 mois de stage d'élève officier où en fait on apprend plein de choses sur le milieu, surtout que mine de rien les bateaux de croisière c'est très différent du reste, hein, parce qu'à l'école on t'apprend les gros moteurs, les machins. Sur un bateau de croisière, mine de rien les trucs importants c'est aussi la piscine, la clim, l'eau potable, les toilettes, enfin c'est très différent, mais il y a aussi les moteurs. Et du coup je fais ça pendant 2 mois, c'est période Covid. Donc on part de Bretagne, nanana, on fait plusieurs fois, je suis même allé à Concarneau, hein, c'était vachement stylé, faire la Glénan et tout. On fait toutes les îles de Bretagne, on redescend, tac tac tac, Méditerranée. Le Covid, on se fait coincer, je rentre à la maison, après ce contrat, en me disant, parce que j'avais rencontré certains officiers qui me disaient, ne te fais pas avoir, respecte ton temps de repos. Très important aussi, ça c'est pour tout le monde, respecte ton temps de repos. C'est-à-dire que surtout quand tu es jeune, tu te sens un peu invincible, tu te dis « Oh, je suis jamais fatigué », la fatigue elle est morale. Hein, ça vient juste après aussi. Non voilà, moi je connais plein de gens qui sont allés un peu trop loin là-dessus. Donc j'ai rencontré un gars qui est allé trop loin là-dessus et il m'a dit « Si tu as fait 2 mois de contrat, tu te laisses 2 mois de pause. Au moins 1 mois, 1 mois et demi de pause. » Voilà. Alors évidemment, quand tu es jeune, tu as envie de pousser un petit peu, quand tu es élève officier, tu n'as pas la responsabilité, tu peux faire beaucoup plus, bien sûr. Chacun sa sensibilité et sa manière de gérer. Mais bon, il n'y a pas de honte à prendre 2 mois de vacances après avoir fait 2 mois de travail dans ce milieu-là. Dans les autres milieux, chacun son problème. Et dans ce milieu-là, comme il n'y a pas de honte à rembarquer une semaine après, hein, chacun son délire. Parce qu'il faut le dire, le rythme n'est pas le même qu'à terre, c'est-à-dire que tu bosses, alors pas en non-stop, mais tu bosses 7 jours sur 7 déjà, avec des horaires qui sont vraiment pas les mêmes qu'à terre. C'est ça. Donc ça en fait, explique le rythme très intense. Je pars 2 mois en mer, et après je reviens 2 mois à terre en vacances. Voilà. Mais du coup, pendant les 2 mois en mer, je suis sur mon lieu de travail, en permanence, 7 jours sur 7, disponible 24 heures sur 24 en théorie, même si bien sûr je ne suis pas en tenue de travail, en train de travailler 24 sur 24, mais mine de rien, on travaille beaucoup, on n'a pas vraiment de jours de repos, et on n'a pas non plus forcément cette liberté d'avoir une vraie vie privée, d'avoir du vrai repos, et de pouvoir se dire, allez, je me casse, je vais m'aérer l'esprit. On est toujours avec la montre en se disant, oula, le bateau, il est à côté, quoi. Donc voilà, et donc c'était le même cas avant, donc c'est quand on est marin, pour les officiers, on a 6 mois de vacances par an et 6 mois de travail par an. Et moi, c'est divisé en 2 mois, 2 mois, 2 mois, 2 mois, 2 mois. Donc après ce petit périple entre Covid et croisière, au bout de, 2 semaines, je me dis, j'avais dit que je cherchais pas avant 1 mois et que je partais pas avant 2, mais quand même, j'ai bien envie de repartir. Aussi parce que t'as pas envie de traîner sur tes temps d'élève pendant 15 ans. En fait, t'as envie d'avoir un salaire. T'as pas fait des études pour être mal payé. Je vois passer sur Facebook, sur le Facebook du conseil étudiant de mon école, oui, tel petit bateau en Norvège recherche
recherche son prochain, recherche des élèves pour venir filer un coup de main. Tu regardes, en fait c'est un bateau qui est en chantier, de réparation, pas de construction, de réparation en Norvège, et le but c'est d'aller jusqu'aux îles Cook, donc c'est à côté de Tahiti et de la Polynésie française, pour faire le ravitaillement des petites îles. C'est des îles où il y a 50 habitants et tu viens ramener un baril, 3 cochons et 2 valises, quoi, et transporter quelques habitants. C'est ultra stylé, c'est genre des bateaux, c'est l'aventure, quoi. C'est une autre époque. Moi je vois ça, je fais waouh, vachement stylé, mais vu ce genre de demande, ça a été publié il y a une semaine, il n'y a pas moyen. Mais je postule quand même. On est vendredi 22h, j'ai mon téléphone qui sonne, quelques heures après, avec le commandant qui m'appelle en me disant « Ah, machin, c'est super cool, est-ce qu'on peut faire un entretien demain ?» Oui. Donc le lendemain, il m'appelle, et la première chose qu'il me dit, c'est parce que sur mon CV, c'est écrit « C'est super, ces histoires des chasses urbaines, qu'est-ce que c'est que ça ?» Véridique. Excellent. Voilà, c'est la seule fois où on en a parlé sur mon CV, mais comme quoi ça sert de mettre ces expériences un peu loufoques aussi sur son CV. N'hésitez pas à mettre que vous avez tenu le stand de Chamboultou de la foire, de je sais pas quoi. Voilà. C'est pas beau de comparer ça au Chamboultou quand même. Ben, il y a il sûrement des professionnels du Chamboultou. C'est vrai. Voilà, ne jugeons pas. Que je ne veux pas choquer. Que nous ne voulons pas décevoir. Donc faut pas hésiter à mettre ce genre d'expérience. Ça se trouve, tu as été crêpier à un festival et puis demain, on te fait « Putain, la vache, j'adore les crêpes, c'est super sur ton CV. » Peut-être pas, peut-être. Voilà, ça dépend du job. Et donc je postule, j'ai mon appel, tac, 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 complètement perché, le commandant, le second, c'est pas mieux, mais ils me disent « Vas-y, c'est super stylé, tu viens. » Direction la Norvège. Plein Covid, donc c'est 14 tests PCR, autorisation de quitter, de machin, de ta. Quand tu arrives dans un autre pays, tu as 10 jours de confinement, pam, 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 chaque pays c'est différent, c'est le bordel. Les aéroports, c'est un bordel. Franchement, une belle époque. Donc je pars, coup de chance, ils ont pris une autre fille de l'école, une flamande, une autre fille de l'école pour faire aussi le chantier avec moi. Donc on fait un vidéo call, on dit oh là là, ça va être l'aventure, ça va être vachement stylé, ta. On verra pour prendre l'avion en même temps et tout ça. Moi j'arrive à l'aéroport, j'ai toujours pas de nouvelles de cette fille-là, donc j'envoie un message, pas de réponse, et finalement le lendemain, elle me dit ah ben en fait ils ont dit qu'ils avaient pas besoin de moi, donc je viens pas. Et moi j'étais rassuré à la base d'avoir quelqu'un d'autre qui venait sur une aventure aussi débile que ça, et là j'étais beaucoup plus inquiet d'un coup de me retrouver seul. Mais je suis parti pour la Norvège. Et ma maman pourra très bien le dire, je me souviens très bien que quand je suis sorti de la voiture en direction de l'aéroport, j'étais en train de crier parce que j'étais en mode genre mais qu'est-ce que je suis en train de foutre un bateau qui a 30 ans, dans un état pas possible, pour traverser 2 océans, pour aller faire du ravitaillement sur les îles. Bref. J'arrive en Norvège, 10 jours de confinement dans un hôtel sombre. Heureusement on avait le droit de sortir, c'était très beau, il faisait moins de 18 degrés, il faisait jour, 1 heure par jour. Très stylé. La Norvège, et en fait c'est un bateau, comment dire, dans le milieu on appelle ça un tas de merde. Donc voilà, après 10 jours j'arrive, il y a le commandant qui vient me chercher avec sa petite voiture qui peut pas dépasser les 40 km/h parce que elle est vieille aussi, comme le bateau, et comme le commandant qui a 75 balais, Magne Risa, une légende dans le milieu. Hein. Le mec s'est fait arrêter par des pirates, il leur a tiré dessus avec des trucs incendiaires. Le mec est une légende. Voilà. Il est toujours dans ces projets-là, moi je ne le savais pas à l'époque. Mais donc je monte sur le bateau. J'ai ma petite cabine, c'est un peu rustique mais c'est très sympa. Dès la première nuit, la chaudière tombe en panne, donc tu te réveilles le matin, il fait moins 10 dans ta cabine. Et puis Gauthier était le mécanicien à bord, tu vas réparer la chaudière. Parce que toi t'es arrivé à 22h la veille au soir, tu sais même pas où est la salle des machines, bien sûr. Bref. Et s'ensuit 5 mois, 6 mois, je sais plus exactement, en Norvège, à passer de il fait nuit tout le temps à il fait jour tout le temps, hein, forcément vu qu'on était quand même très au nord. À être à 1 heure de route de la ville et du supermarché le plus proche, bien paumé dans un chantier, bien paumé. J'ai fait venir un très très bon copain à moi, on s'est éclaté, mais globalement on a passé notre temps à piquer la rouille, faire de la peinture. Il faisait tellement froid que quand tu étais dans une pièce et que tu respirais, l'humidité de ta respiration se condensait sur les parois, donc il te pleuvait ta propre respiration dessus. Oh la vache. Il faisait tellement froid que si tu faisais un truc avec un tuyau d'eau et que tu partais prendre un café, tu revenais, le tuyau d'eau était complètement gelé de l'intérieur du tuyau d'eau, même si c'était de l'eau chaude, que des trucs comme ça. Le bateau est un tas de merde monumental, on a des inspecteurs qui viennent, le mec il nous dit, ils viennent en préventif avant qu'on fasse la vraie inspection, et le mec nous dit, écoutez les gars, si jamais vous réussissez à partir de Norvège sans être arrêté avant, quand vous arriverez à Panama, vous serez tous en prison.
Très stylé. Excellent. Très très stylé. J'en passe sur certains membres d'équipage qui étaient complètement incompétents, complètement dangereux, qui ont failli nous tuer plusieurs fois. En même temps, on a failli se tuer plusieurs fois, nous tous, parce que tu utilises des chimiques pas possibles, parce qu'il y en a quand il y a une alarme incendie, ils ouvrent des portes sans vérifier qu'il fait pas chaud derrière, donc prendre le risque de se prendre une explosion dans la gueule. Finalement, génial comme expérience pro. Une expérience Ouais, très rassurante. C'est enrichissant. Et donc au bout de quelques mois, tout le monde commence à partir parce que ils ont d'autres choses à faire. Et puis moi on me dit non Gauthier, tu restes, tu connais bien le bateau, tu restes et tout. Et puis j'ai dit C'est mort. c'est mort. En fait ça fait 6 mois que je suis là. Il est temps que je rentre à la maison. Ouais. J'étais censé faire 1 mois de chantier, ça fait 6. Ça ne tiendra pas. Et, coup du destin. Donc le bateau était censé aller aux îles Cook. Les îles Cook ont changé leur loi parce que le gouvernement des îles Cook s'entendait pas avec le propriétaire du bateau. Ils ont changé leur loi pour que le bateau ne puisse pas venir. Donc en plus, c'était pour rien. On a fait tout ça. Voilà. En gros, ils ont dit les bateaux qui veulent naviguer dans nos eaux doivent forcément être sous notre pavillon et les bateaux qui ont plus de 30 ans n'ont pas le droit d'être sous notre pavillon. On a plus de 30 Finalement, ans. c'est rassurant. Donc c'est mieux. Au moins, il n'y a pas eu de mort. Voilà, il n'y a pas de trajet. À savoir que cette compagnie-là, c'est une toute petite compagnie qui fait les îles. Il y a déjà eu des bateaux qui sont échoués sur des récifs coralliens, il y a déjà eu des morts, voilà. Donc c'était la vraie aventure, quoi. C'était un peu old school. Donc ça, c'était une expérience. Je suis rentré en France, du coup, et j'ai fait un petit peu de vacances. Ouais. Concarneau by Night, tout ça, la belle vie. Et j'ai recontacté Ponant et je suis parti sur le Dumont-d'Urville. Et encore une fois, Ponant, c'est les Seychelles, l'Antarctique, les Caraïbes, Tahiti. Je suis parti à Saint-Malo. Encore une fois. Excellent, le doublé. Le doublé, Saint-Malo. Saint-Malo, premier contrat d'officier. Parce qu'on rappelle que du coup, j'avais fini mes temps d'élève en Norvège, sur un bateau qui n'a jamais navigué. Enfin, qui a navigué avant, mais qui n'avait jamais navigué. J'arrive en tant qu'officier sur Dumont-d'Urville, un autre bateau de chez Ponant. Avec donc moins d'expérience en mer que la majorité des élèves officiers. Ouais. Bon, on va reparler du Ponant après. Mais avant, j'ai noté 3 phrases. Parce que avant chaque épisode, pour te raconter, j'envoie un questionnaire aux participants. C'est vrai, tout à fait. Et j'ai pris 3 phrases quasiment mot pour mot, que je trouve inspirantes et duquel j'aimerais bien t'entendre parler. La première, et on en parlait tout à l'heure, c'est il faut connaître ses limites, il faut savoir se pousser, mais beaucoup se poussent à bout et freinent trop tard. Ouais. Qu'est-ce que ça évoque pour toi et pourquoi tu dis ça? Est-ce que toi, tu as déjà poussé trop tard? Je pense avoir eu la chance, ou la jugeote, sans dire que les gens qui sont à voir n'ont pas de jugeote, d'avoir réagi à temps. Mais en fait, il y a surtout dans un milieu un peu, on va dire, de rustre comme la marine marchande, on va souvent te dire oui mais t'es jeune, t'as pas le droit d'être fatigué, oui mais t'es jeune ci, mais t'es jeune ça, oui mais on est marin donc nous machin. Voilà. Mais c'est vrai dans plein d'autres milieux. Et déjà oui non mais t'es jeune donc voilà. Il y a plein de gens qui traitent les jeunes comme eux n'ont pas été traités ou comme ils ont été traités mais comme ils n'ont pas apprécié et reproduisent les mêmes schémas et c'est pas bon. Et puis il faut être conscient aussi que les temps évoluent et que notre tolérance et notre relation au travail et la place que le travail a dans nos vies, ça a aussi évolué. Donc tu as des gens qui travaillent au-dessus de nous qui des fois comprennent pas que les jeunes n'ont pas les mêmes méthodes de travail et la même implication dans le travail. Ça c'est un point. Mais ce que j'entends par là c'est que alors moi, j'ai bientôt 30 ans, donc des collègues, des amis, des machins qui ont déjà eu des expériences, qui ont fini leurs études, qui ont commencé à travailler, qui ont changé de métier, changé de milieu, changé de machin, j'en connais plein. Je connais aussi beaucoup de gens qui ont fait des burn-out. Voilà. Mais alors, il n'y a pas d'âge, j'en connais qui sont très vieux, j'en connais d'autres dès le début. Ouais. La réalité, c'est qu'il y a plein de gens qui se rendent malades au travail parce qu'ils s'impliquent trop, parce qu'ils ne sont pas pris au sérieux, parce qu'ils ont trop de responsabilités, parce que, encore une fois, nous c'est un truc, on fait tous des études, on fait tous machin, on a cru que c'était normal de faire, c'est pas normal de faire des études longues et machin, hein. D'accord, tout le monde fait des études longues et tout, mais c'est pas normal. Mais après, le problème c'est que tout le monde n'est pas fait pour avoir des responsabilités. Enfin des responsabilités, on va dire, réelles ou un travail qui met de la pression. Et pour toi, c'est quoi la solution pour pas tomber justement dans ce cas c'est connaître ses limites. Okay. En fait, c'est connaître ses limites, savoir que si tu arrives au bureau et que quand tu vois la porte de ton bureau, tu as envie de gerber, c'est pas bon signe. Tu as peut-être passé la limite déjà, ou du moins t'en es vraiment pas loin. Savoir que si le soir en allant te coucher t'es en larmes parce que tu sais que tu travailles demain, c'est pas bon. Alors encore une fois, moi, coup de chance, j'en suis pas allé jusque là.
mais je connais des gens qui, pendant des mois, le soir, allaient se coucher en pleurant parce qu'ils savaient qu'ils allaient travailler le lendemain. Des gens qui sont rentrés en vacances chez papa-maman et puis qui se sont écroulés devant le train parce qu'ils ne voulaient pas rentrer dedans. Mais c'est-à-dire que, et encore une fois, il y a des gens plus ou moins sensibles. Donc c'est-à-dire que il y a des gens qui, pour la même condition, ne se seraient pas du tout écroulés, voilà. Mais chacun sa vie, chacun sa sensibilité. Il n'y a pas de honte à être plus sensible que les autres. C'est pas une faiblesse, hein, c'est juste, on est tous foutus différemment, on a tous des points forts et des points faibles. Et en fait, il faut connaître ces limites-là, parce qu'il y a trop de gens qui se poussent à bout et qui se ruinent la santé et qui se ruinent la vie. Le stress, la fatigue et tous ces problèmes profonds que tu peux avoir quand tu as 20-30 ans, c'est les maladies de quand tu as 50 ans. Hein. Donc il faut en être conscient. Belle transition. Deuxième phrase de Gauthier Martin. Oula. Qui reprend justement ces fameux 50 ans. Je la cite. À force de voir des gens à 50 ans se rendre compte qu'ils n'ont pas assez profité de leur jeunesse, il m'est apparu essentiel de justement trouver le bon équilibre entre vie pro et vie perso. Je sais pas qui a écrit ça, mais... T'es un poète. Le mec, il devrait écrire un bouquin. Ça justement, toi tu l'as très vite compris. Enfin, c'est quoi déjà le déclic où tu te dis qu'à 50 ans, tu vois des gens autour de toi qui n'ont pas assez profité de leur jeunesse et tu te dis, bah, en effet, moi j'ai décidé de profiter de la mienne. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Déjà, le fait que j'ai toujours, je ne vais pas dire beaucoup, mais pas mal voyagé quand même. Hein. Avant même de travailler, j'avais vécu à Tahiti, machin, nanana, on avait pas mal voyagé avec mes parents. Il y a de ça, donc forcément... Après, le voyage, c'est pas tout. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le voyage, c'est ce qui te rend mature, ce qui t'ouvre les yeux. Non, faut arrêter. Hein. T'as des gens, ils ont jamais quitté leur ville, ils sont beaucoup plus matures que toi et ils connaissent beaucoup mieux le monde que toi. Hein. Voilà, si c'est pour aller faire un... Je vais être très méchant. Si c'est pour aller faire un voyage humanitaire en Afrique où tu as payé pour prendre une photo avec 5 gosses et tu dis ça m'a ouvert les yeux, merci, reste chez toi. Voilà, hein, t'aides personne. Ah non, mais j'ai aidé dans une école pendant un mois. Ouais, mais en fait, du coup, tu as pris le travail de quelqu'un pendant un mois. Bref, c'est un autre sujet. Mais je pense qu'il y a pas mal de choses qui me font ouvrir les yeux là-dessus. Déjà, mes grands-parents n'étaient pas forcément aisés, mais ils ont toujours trouvé des solutions pour profiter de la vie à leur échelle. Mais justement, quand j'étais en Norvège, sur le bateau, j'avais rencontré un couple de Français qui, eux, avaient 65 ans, un truc comme ça, et qui voyageaient sur un joli voilier en acier et qui allaient jusqu'à Svalbard. Donc vraiment au nord pour aller chasser l'ours, enfin pas chasser, mais pour aller voir les ours polaires. 65 piges et tout, et eux, quand ils m'ont vu, moi, mon pote, et il y avait une autre jeune fille qui avait la vingtaine, donc on était 3 jeunes, quand ils nous ont vus, ils ont fait « il n'y a pas de somme d'argent ». Il n'y a pas de choses que je ne ferai pas pour revenir dans le passé et être à votre place. Okay. D'accord ? Donc là, tu es avec des gens, c'est des gens qui avaient de l'argent. Hein. Donc tu es avec des gens qui ont plutôt réussi leur vie. Hein. Je veux dire, après chacun son point de vue, mais être sur un joli voilier quand tu as 65 ans pour aller au Svalbard, voir les ours polaires, c'est stylé, tu vois, de mon point de vue. Mais lui, il était chef d'entreprise, elle était directrice d'une école ou un truc comme ça. Ils avaient plutôt pas raté leur vie. Mais les deux n'étaient pas ensemble à la base, les deux étaient veufs et veuves en fait, hein, et ils ont tous les deux perdu leur conjointe. Ils se sont retrouvés et les deux avaient le même problème, les deux, toute leur vie avec leur ancien conjointe, s'étaient toujours dit, on profitera après. Voilà, donc t'es jeune, les études, après le boulot, après, ah ouais mais attends, là il faut que je fasse mes preuves, ah ouais mais attends là la promotion, ah oui mais attends, bah les gosses, et puis en fait, et alors les gosses c'est pas toujours un frein, mais quand même, et en fait, tout ça, et en fait t'as jamais pris le temps. Alors je dis pas il faut passer ça, voilà, je dis pas achète-toi un van, va vivre au jour le jour, non, faut trouver un juste milieu, faut profiter, faut accepter des fois, bah écoute oui je vais partir en vacances faire un truc stylé, et ça passe par des trucs tout cons, hein. Oui je vais aller faire le tour de Bali avec des copains, mais rien que ça, hein, c'est déjà énorme, c'est déjà beaucoup, et justement moi en rencontrant ces gens-là, ceux qui ont réalisé trop tard, ouais. En fait, hein, qu'il fallait profiter, et qu'ils disaient, mais parce qu'ils avaient de l'argent, encore une fois, qu'il n'y avait pas de somme d'argent qu'ils ne mettraient pas pour profiter plus quand ils étaient jeunes et partir un peu plus à l'aventure. Okay. Ça ne veut pas dire allez vous droguer à Bali. Voilà. Mais
s'il n'y a pas de honte à pas se jeter dans la vie professionnelle, quoi. Ouais. Et j'ai une troisième phrase d'un certain poète Gauthier Martin dont j'ai déjà un peu parlé. Je suis inquiet pour l'avenir, cette inquiétude me pousse à profiter chaque jour. Donc on retourne à un peu ce que tu disais là. J'ai écrit ça. Déjà, pourquoi tu es inquiet par l'avenir? Qu'est-ce qui t'angoisse dans le fait dans cet avenir-là qui se profile? Grosse question, putain, le mec qui a écrit ça, il aurait pu être plus précis. Ouais, c'est saboté tout ça. Ouais, putain, il s'est pas fait un cadeau. Plein de choses. Le climat, on en parle un peu moins aujourd'hui, mais ça reste un énorme sujet qui est sur la table. Nous, on est en Bretagne, donc on a l'impression qu'on sera tranquille. Et oui, voilà. Non, le climat, c'est quelque chose d'énorme, mais en fait, tout ce qui va avec. Là, c'est pas de la politique, c'est globalement. L'évolution démographique. Donc, on fait plus de gosses en Europe. Il y a des pays où ils font beaucoup de gosses. Aujourd'hui, si nous, on veut, comme nos grands-parents, pouvoir avoir un infirmier qui vient chez nous si on a un problème, pouvoir aller à l'hôpital ou quoi, mais il faut en fait qu'il y ait des gosses, parce que c'est qui s'occupera de nous? Alors c'est bien joli les gens qui sont contre l'immigration, c'est un autre débat, mais je veux dire, si on ne fait pas venir des jeunes d'ailleurs, il faut qu'on les fasse nous-mêmes. Et on n'en fait plus, donc je pense que ça va avoir un énorme impact. Le nombre de voiliers sur l'eau, c'est un délire. Ça va avoir un énorme impact sur notre génération. Le fait que les gens fassent beaucoup moins d'enfants. Donc ça, c'est un problème. Le climat, c'est un problème, parce qu'il va aussi y avoir des migrations climatiques. On galère avec quelques centaines de milliers de migrants. Comment on va faire quand ce sera des dizaines de millions qui vont migrer qui vont faire une migration climatique, ou pour l'eau, ou pour machin. Il faut bien comprendre. Alors, je suis marin. Là, en plus, cette semaine, j'étais en formation de survie, c'était stylé. Tu tu survis 3 jours sans eau. D'accord ? L'eau, avec le changement climatique, parce qu'il ne faut même pas parler de réchauffement, avec le changement climatique, l'eau, il va y avoir des morts. Hein. Pas seulement par manque d'eau, hein, parce qu'il va y avoir des guerres. Enfin, il va y avoir des, même si c'est à petite échelle ou quoi, il va y avoir des conflits liés à l'eau. Il y en a déjà, entre le Pakistan et l'Inde, hein, c'est ça qui a commencé le conflit récemment. Il y a déjà des problèmes d'eau. L'eau, c'est un truc qu'on ne peut pas faire sans. Et ben, avec le dérèglement climatique, ça va être une énorme source de problèmes. Et en fait, ça paraît en fait délirant aujourd'hui, surtout avec la pluie qu'on a aujourd'hui à Concarneau, ça paraît délirant d'arriver de se dire il va y avoir des gens qui vont se tuer, qui vont s'entretuer pour de l'eau. Et ça, c'est l'avenir. Et c'est déjà le cas, mais ça, c'est notre avenir. Le climat, nous, on sera dans la merde parce qu'on fait plus de gosses. Faut bien, alors, encore une fois, ça dépend où vous vivez, et l'Italie a un peu d'avance sur nous là-dessus. Il y a des villages en Italie où ça fait depuis des dizaines d'années qu'il n'y a pas eu un nouvel enfant. Donc c'est des villages qui meurent, c'est des villes entières qui meurent. Et en fait, à force d'aller dans les grandes villes, à force de, aussi, on est une génération qui fait moins d'enfants, en fait, on va se faire mal à un moment ou à un autre, ça va devenir très compliqué. Géopolitiquement, encore une fois, il y a énormément d'hypocrisie partout, de tous les milieux politiques, il n'y a que l'hypocrisie. C'est un peu, là je suis en train de faire un peu le vieux réac, mais c'est vrai. Et en fait, le climat, c'est un problème où on ne peut pas couper. La crise démographique, ça va nous tomber sur le coin de la mâchoire, on va le sentir passer aussi. Et en fait, même si je pense avoir beaucoup de chance par rapport à beaucoup de jeunes parce que j'ai un joli salaire, parce que j'ai du temps libre, parce que je voyage, donc je profite de la vie et j'arrive à mettre de côté tout ça, je pense que personne ne va s'échapper de la crise climatique et de la crise démographique. Ouais. Bon, actuellement, du coup, ta vie, c'est rythmé de 2 mois en 2 mois. Tu m'as dit que tu es retourné au Ponant. Ouais. Donc, tu fais un peu le tour du monde sur ton bateau à chaque fois. Complètement. Là, je suis très jaloux des gens là qui sont en train de faire de la voile. Il y a un nombre de bateaux. Alors, il faut le dire, là devant nous, j'ai jamais vu autant de bateaux dans la baie de Concarneau. Jusqu'au fond, tu as toutes les voiles. Et là, pareil. C'est absolument monstrueux. Voilà. S'il y a des régates aujourd'hui, là, c'est samedi. Et nous, d'habitude, on fait du bateau. Ouais, d'habitude, même un jour comme ça, on serait sur l'eau. Bien sûr. Et pour vous dire, on est tout le temps tout seul, normalement, sur l'eau. Exactement. Surtout dans ces conditions-là. Parce que là, il fait pas très beau, il pleut, il y a du vent, donc voilà. C'est un délire. Bref. Excellent. Non, je disais, du coup, tu alternes entre 2 mois, tu voyages beaucoup. Ouais. C'est quoi un peu ta vie du moment et voilà, comment ça se passe? Ma vie du moment, je suis pendant 2 mois à terre, donc là je repars dans 3 jours. Et après je bosse pendant 2 mois en mer. Donc pendant 2 mois je suis au travail sur un bateau. Je reste tout le temps sur le même bateau, le Jacques Cartier actuellement. Je reste 2 mois à bord, après je rentre à la maison et quand je suis à terre, je vois ma famille, je vois mes amis, je fais du voilier et je m'occupe de ma maison que j'ai achetée il y a quelques années, il y a 2 ans. Pour toi, c'est quoi réussir sa vie ?
Pour moi, c'est quoi réussir sa vie? Alors, ce serait trop beau de dire que c'est être heureux, parce qu'en fait, être heureux, c'est pas une destination. En fait, hein. Être heureux, c'est un travail tous les jours. Pour moi, c'est quoi réussir sa vie? Je suis un peu old school moi là-dessus. Moi, j'aimerais bien avoir une famille, j'aimerais bien faire des gosses, tout ça, que ça se passe bien. Et c'est peut-être laisser une marque positive d'une manière ou d'une autre en fait. C'est d'avoir un impact positif, d'avoir pu aider des gens, d'avoir pu apprendre des choses à des gens, d'avoir eu un impact positif sur la vie des gens. Pour moi, c'est ça, réussir sa vie en fait. Est-ce que ça a évolué avec le temps, cette vie-là? Est-ce que quand tu étais plus jeune, tu avais une autre définition de réussir sa vie et au fil du temps et de tes expériences, tu t'es dit finalement c'est pas ça que je veux? Non, je pense pas. Je pense que j'avais toujours, je sais pas. Je me suis toujours dit que, enfin, je veux dire, je dirais bien que réussir sa vie, c'est être riche. Oui, non, je le garde. Pour ceux qui écoutent le podcast, il faut se rendre sur le YouTube pour voir la vidéo, voilà. Voilà. C'est vrai qu'au micro, on n'entendra pas la différence, mais oui. C'est visuel. Non. En fait, réussir sa vie financièrement. Aujourd'hui, dire que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est vrai, hein, mais c'est être malhonnête de dire qu'il ne faut pas d'argent pour s'en sortir. Les petits gars et les petites meufs qui vont à Bali, je sais pas où, nanana, pendant 2 mois, faire des super photos, ils ont travaillé avant, ils font pas ça, c'est pas gratuit. Hein, voilà. Donc il y a besoin d'argent. Pour tout ce que vous voulez faire, il y a besoin d'argent. Il n'y a pas à juger la réussite des autres. Déjà, ça c'est important. C'est-à-dire que oui, c'est vrai que si tu vois quelqu'un faire quelque chose de plus stylé que toi, c'est frustrant. Et aujourd'hui, avec les réseaux, on est tellement habitués parce que les gens ne montrent que ce qui va, hein, bien sûr. Hein. Voilà. Et en fait, on est bombardé de choses positives. Moi, en premier, je bombarde toute l'année des destinations de fou. Mais je veux dire, faut rester réaliste. La vie, c'est pas ça. Et puis, oui, la réussite financière, ça aide hein, quand même. Hein. Ça, c'est un fait. Trop bien, mais j'ai une question là-dessus parce que, alors tu vois, je vais t'expliquer, on arrive sur la dernière séquence, c'est des questions plutôt sur le futur, mais aussi en rapport avec l'épisode précédent et le prochain épisode qui arrive, je vais tout expliquer. La première question, c'est tu te conseillerais quoi à toi si tu te croisais quand tu avais 15 ans ou 18 ans? Je sais pas, encore une fois, je suis plutôt content de mon parcours. Il y a des hauts, des bas, même si ça, encore une fois, ça forme pas, peut-être, c'est pas un déclic, c'est un ensemble de choses en fait. Hein. Toutes les expériences ont un impact. Je vais devoir faire trop de quêtes sur cet épisode. Oui, je pense que il n'y a pas forcément un déclic, il y a beaucoup d'expériences qui font évoluer au fur et à mesure. Je sais même pas si je me dirais quelque chose, honnêtement. Je pense que franchement, autant sur les études, la vie pro, tout ça, même si ça a des fois été du stress, machin ou quoi, je regrette pas particulièrement d'étapes. Parce que, encore une fois, je suis content globalement de là où je suis aujourd'hui. Si je devais me croiser, ce ne serait pas des conseils sur la vie pro, ce serait plutôt des conseils sur la vie émotionnelle finalement que je me donnerais. Et vas-y, ce serait quoi par exemple? Déjà, comme je disais, de ne pas forcément prendre des choses trop à cœur. Des fois, en fait, c'est pas toi le problème, c'est juste, c'est comme ça. Voilà. Ça. Et de pas prendre trop les choses. C'est ça, fais-toi confiance, mais prends pas trop les choses à cœur non plus, quoi. Trop bien. C'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui se sent un peu perdu ou qui sort d'un échec En fait, passer à autre chose. C'est-à-dire que, en fait, si t'es perdu, c'est que t'es entre 2 trucs. Donc, trouve le prochain truc. En fait, si t'es perdu, c'est que tu sors de quelque chose. T'étais bien, t'étais pas bien, c'est autre chose. Hein. Voilà, t'étais peut-être super bien dans ton job, tu t'es fait virer pour une raison X ou Y, c'est la faute de personne, coup du destin. T'étais super bien avec ta meuf, je sais pas, t'étais fou amoureux, machin ou quoi. Bon, ok, d'accord, t'as ce moment où t'es perdu, t'as ce moment où ça va pas. Ça dure 1 semaine, ça dure 6 mois, chacun son truc. Mais en fait, pour avancer, encore une fois, c'est pas pour avancer, c'est la solution, c'est d'avancer. C'est facile à dire, encore une fois, hein. Parce que des fois tu peux pas avancer, des fois tu es bloqué sur un truc, des fois le truc qui te retient il est dans ta vie tous les jours et donc tu n'arriveras pas à avancer. Mais en fait, change d'air, fais du sport. Alors toi, je précise, tu as une capacité à rester positif dans toutes les situations qui est assez incroyable d'ailleurs. Est-ce que tu as un conseil pour ça, pour donner aux gens, tu vois, pour dire comment on fait pour avoir cette envie de toujours rester positif et de quoi qu'il arrive se dire on continue d'avancer, il arrive des trucs mais la vie elle est encore toute à nous quoi. J'ai pas l'impression non plus de rester forcément toujours positif, j'aime bien me plaindre quand même, je suis français mais... Oui. Non, je pense que cette météo de merde, pour être dans le négatif, cette météo de merde, c'est incroyable. Qui j'espère ne va pas trop s'entendre. Dans 4 jours, je vais être en Australie, il fera 40 degrés. Ferai moins les malins. Non, en vrai, j'aimerais bien rester à la maison. Voilà, regarde, je ne suis pas positif. Je pense qu'en fait, c'est 2 choses. Je pense que
C'est un peu comme, voilà, copyright, c'est un peu comme dans OSS 117, pas forcément la meilleure référence, mais une référence qu'on aime bien. Dans OSS 117, le moment où ils jouent avec la lumière, il y a les poulets qui font... Voilà. Pour ceux qui, voilà, même avec le son, vous l'avez. Voilà, et t'as, comment il s'appelle, Sidi, c'est l'image, je sais plus. Bref, t'as l'employé du truc à poulet là qui arrive, je me souviens plus, désolé, c'est pas classe, qui dit, je sais pas s'il est extrêmement intelligent ou complètement con. Et en fait, c'est ça. Faut être complètement. Non. En fait, je pense que c'est un peu ça. C'est pour rester dans le positif. Soit faut décider d'être un peu un imbécile heureux. Soit faut être un imbécile heureux. Donc soit tu l'es, soit tu le décides. Déjà. Ou sinon, ben en fait, tu décides de rester positif. C'est une question. Faut savoir prendre du recul. Qu'est-ce que tu peux y faire de toute façon? Voilà. C'est ça. C'est bon. Bah, ça veut pas dire que demain ton chien il meurt, tu vas pas pleurer. Bah bien sûr. Ouais. Mais il faut avancer. Et c'est dur, hein. Mais encore une fois, ça revient à ce qu'on disait sur le fait d'avancer, en fait, hein, de quand t'es perdu. Bah, si t'as des amis, tant mieux. Parle-en à tes amis. Enfin, c'est dur parce que des fois, t'as l'impression de les saouler, machin. Si t'es tes amis, tu peux décider de les saouler ou pas. Ouais. Si ils te font comprendre que ça fait beaucoup, bah écoute, trouve quelqu'un d'autre à qui parler. Parle à ChatGPT si tu veux, c'est pas bien, mais fais-le. Mais oui, voilà, donc parler, c'est bien. Faire du sport, sortir, marcher, c'est bien. Waouh. Trouver les petites choses qui te font plaisir. Chante, mais aller chanter des musiques, va hurler le temps des cathédrales dans ta douche, je sais pas quoi, tu vois. Mais en fait, fais des choses qui te défoulent et qui te font du bien. Et en fait, déjà, ça aide à avancer. Ouais. Et c'est ça, en fait, faut savoir se satisfaire de petits plaisirs pour être heureux. En fait, c'est juste les émotions négatives, mais c'est chiant pour tout le monde, en fait. C'est pas drôle d'être malheureux, c'est pas drôle d'être énervé, c'est pas drôle de pas aimer les gens, c'est pas drôle que les gens nous aiment pas. Alors je dis pas que la vie est faite pour être drôle, mais je veux dire, quel est l'intérêt de rester énervé contre quelque chose ou quoi? Ah bah ça veut pas dire, il y a plein de gens que j'aime pas, hein. Je vais m'agacer, mais en fait, à la fin de la journée, faut pas rester focalisé sur le négatif. Ok, trop bien. Et c'est quoi le futur pour toi? Qu'est-ce que tu aimerais dans les prochaines années faire ou qui arrive? OnlyFans, photo de pied. Ok. Ça rapporte plus qu'officier mécanicien? Écoute, bonne question. Mais, D'ailleurs, c'est une question que j'avais posée à Adrien et t'es pas obligé d'y répondre. Mais ça rapporte à quoi on peut s'attendre quand on veut faire ce métier-là en termes de salaire? À quoi on peut s'attendre? Alors c'est là où il faut écouter très attentivement les enfants, parce que c'est la partie intéressante. On rappelle, vous ne payez pas d'impôts, vous avez 6 mois de vacances par an. Alors chez Ponant, vous voyagez toute l'année, l'Antarctique, machin, voilà. Et pour le salaire modeste en officier début de carrière, attention, par mois embarqué, donc 6 mois par an, hein, par mois embarqué, à peu près 6 600 €. Ok. Donc en lycée à l'année, on est autour des 3 000 €. Ouais, 3 000 net par mois, sans impôt, on le rappelle. Sans impôt, on le rappelle, avec 6 mois de vacances par an. Avec 6 mois de Voilà. vacances par an. Donc c'est pas énorme, mais c'est quand même mieux que la moyenne. En fin de carrière, là je parle pour Ponant, hein, il y a d'autres bateaux, il y a d'autres compagnies. Et en fin de carrière, je parle de mon cursus, hein, donc d'officier, commandant ou chef mécanicien sur des bateaux de croisière. On va tourner autour des 12 000 € par mois en mer. Donc 6 000 € étalés sur l'année, avec toujours pas d'impôts et 6 mois de vacances par an. Voilà. Demain, vous décidez d'aller, les pétroliers, c'est plus trop tendance, mais vous décidez d'aller sur un porte-conteneur demain, vous allez potentiellement toucher le double. Voilà. Excellent. Et du coup, on en revient à ma première question de base, c'est tu veux quoi dans le futur? C'est quoi ce que tu espères dans les prochaines années faire? En fait, il y a des choses, je pense que c'est le cas de beaucoup de jeunes, mais pas que des jeunes, beaucoup d'adultes, hein, le sentiment d'être une fraude, en fait. Hein. Moi, de base, je suis pas mécanicien, j'adore la science, voilà, mais j'ai jamais démonté un moteur quand j'étais petit. Voilà, c'est pas du tout mon domaine d'expertise. Maintenant, c'est mon métier. Ça craint un peu quand même. Hein. Donc voilà. Alors évidemment, en tant qu'officier, je suis pas le mécanicien. Je suis plutôt le mec qui va gérer la prévision derrière, comment on gère le chantier, nanana. T'es plutôt le mec qui réfléchit derrière, mais tu vas quand même mettre tes mains dedans. Bien sûr, heureusement. Mais c'est un domaine où, même si je me sens beaucoup plus légitime qu'avant, je me sens pas forcément toujours très légitime. Ça aussi, hein, encore une fois, on reprend. Il n'y a pas de honte à pas se sentir légitime dans son milieu. Hein. Ouais. Voilà, surtout au début. Hein. Je veux dire, personne n'est légitime. Hein. Tu as des mecs qui sont à 30 ans de carrière, ils sont toujours mauvais ou c'est toujours pas leur domaine. Demain, tu as des mecs qui ont un hobby et ils sont 10 fois meilleurs qu'un professionnel. Hein.
Voilà, Ouais. t'as des mecs qui sont skippers pro, c'est des quiches en voile, et toi tu fais de la voile le week-end et t'es 10 fois meilleur que lui. Bon, je prends la voile comme exemple parce que voilà, mais il y a plein d'autres domaines que ça. Donc ça, donc ça j'aimerais bien en fait soit trouver un domaine où j'ai pas le sentiment d'être une fraude, donc dans ce cas-là faire une reconversion, Ok. soit me sentir plus à l'aise dans mon domaine et me sentir à ma place. Donc ça c'est professionnellement, Ça professionnellement. personnellement. Alors professionnellement, en fait, comme je disais, j'exclus pas du tout une reconversion. Ok. En fait, Rapide du coup. Enfin dans les là, prochaines dans années. l'idée, moi, il y a, allez, on va dire 3 grosses portes que j'ai en tête. Soit partir dans l'enseignement, Ok. donc dans l'enseignement quand même diriger marine marchande, hein, Ouais. voilà. Soit partir dans l'enseignement, soit sur les bateaux de croisière, on a des naturalistes. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont là pour expliquer aux passagers les roches, les animaux, les oiseaux, la mer, tout ça, tout ça. Donc, soit ça, parce que j'aime bien être dehors quand même, et j'aime bien la nature, et j'aime bien parler, pour ceux qui avaient un doute. Soit partir dans un truc complètement différent et partir dans un truc un peu plus genre la SNCF ou quoi. Pas seulement pour les grèves, mais parce que je trouve que c'est des métiers où tu peux quand même voir du paysage, genre en conducteur de train ou un truc comme ça. Donc très Ok. très différent. Ah oui, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc la question d'après c'était hors professionnel, comment je me vois. Compliqué, hein. Je pense que je fais partie de ces personnes qui, même si j'ai très envie d'avoir une famille, des gosses, une femme, la petite vie posée, le chien, les poules, tout ce qu'il faut, ça me fait très envie tout ça. Mais est-ce que ça veut dire que je suis pressé ou prêt, tout court en fait? Est-ce que je suis prêt ou pressé? Pas encore, pas tellement. Je pense que j'ai encore des choses à vivre. Mm. Maintenant, je pense qu'il faut savoir se réguler, on n'est jamais prêt. En fait, c'est comme pour ton premier travail, t'es pas forcément prêt. T'es jamais prêt, je pense, à avoir un gosse. T'es jamais prêt à te poser. Mais en fait, des fois, il faut le faire. Donc, je suis pas prêt, je suis pas pressé. Et de toute façon, mon contexte actuellement fait que c'est pas possible, de toute façon. Ouais. Mais j'aimerais bien, d'ici mes 35 ans, être plus posé sur ma vie perso, on va dire en tout cas. Trop bien. J'arrive aux 2 dernières questions et tu vas rapidement comprendre le concept. J'ai Adrien qui a adressé une question au prochain épisode, très donc bien. toi. Et donc Oula, j'attendrai que tu fasses de même pour le oula, prochain oula. épisode, dont je ne connais pas encore l'invité, même si j'ai un petit doute. Adrien, il a posé une question, il a dit: est-ce que les réseaux sociaux occupent une place importante dans ta vie? Oh, c'est une super question ça, Adrien. Putain, je m'attendais. Ouais. J'étais presque. Alors que j'ai ouvert, c'est question drôle ou sérieuse? Ouais, comme je on m'attendais peut poser tout ce presque qu'on à un veut. truc de beauf. Hein. Eh non. Ça va être dur de faire une réponse courte, encore une fois. Oui, en fait. Et il y a plein de raisons. Et même si ça fait chier de le dire, oui. Ouais. Les réseaux sociaux ont une énorme place dans ma vie. Pourquoi? Ben, je suis jamais chez moi, déjà. Donc en fait, les réseaux sociaux, c'est la seule manière dont j'existe aux yeux de beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'il y a des amis là que pendant les 2 mois où je suis à terre que j'ai pas vu. Donc il y a des amis, mais après c'est le cas pour plein de gens qui, tu vas pas forcément travailler dans la ville que tu veux, hein, avec tes amis ou quoi. Mais il y a plein de gens pour qui je n'existe qu'à travers les réseaux sociaux. Ouais. En fait, je mets mes stories sur Instagram, à droite, à gauche, machin ou quoi. Mes grands-parents, quand je suis en mer, bah, ils voient mes stories. Ouais, mes grands-parents sont carrément connectés. Mes grands-parents, quand je suis en mer, ils voient mes stories. Mes amis, que je vois pas forcément, ils voient mes stories. Là, j'étais à l'étranger pendant les vacances. En regardant des stories, j'ai des gens qui me font « Ah, mais attends, t'es là, trop cool, nanana !» Et tu te vois. Ce qui est phénoménal. Ouais. Tu peux être partout dans le monde, alors avec mon métier ça aide, mais tu peux être partout dans le monde et croiser des gens random comme ça. Et ça, c'est vraiment, vraiment une chance. Et je pense que même si les réseaux sociaux sont une catastrophe, faut pas oublier qu'il y a énormément de positifs. Bien Donc sûr. le fait de pouvoir rester en contact, le fait de pouvoir donner des nouvelles sans avoir à aller envoyer des messages à tout le monde, et puis en fait le fait de rester en contact. Je peux envoyer, je peux appeler, je peux faire un vidéo call avec qui je veux au bout du monde. Voilà, demain moi, si j'ai une copine et que je suis en mer pendant 2 mois et qu'elle est à terre, bah, pouvoir faire un petit appel vidéo de temps en temps, c'est quand même pas mal. Hein. Ça aide, moralement, ça fait des miracles. Voilà. Donc oui, ça occupe une place ça a une place importante, même si je pense qu'aujourd'hui, pour la majorité des gens, ça occupe une place trop importante, parce qu'on perd beaucoup trop de temps, parce qu'on se fait biaiser à voir que les choses positives des gens, donc on a l'impression que le monde c'est que des pâquerettes et c'est Ibiza, parce qu'on est complètement accro et ça nous pourrit Les liens sociaux entre nous. Les liens sociaux, même si ça a des points positifs, comme je disais, en fonction du mode de vie, ça nous pourrit nos liens sociaux,
ça nous pourrit notre endorphine. Enfin, en fait, on est complètement accro. Et en fait, tu passes une vidéo sur les reels et TikTok, tu passes une vidéo à l'autre, t'as ton petit boost là, pouf, 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 pouf. T'as besoin de ça en permanence. Et en fait, c'est très dur aujourd'hui. On a tellement cette habitude d'avoir une durée d'attention très très courte, en fait, qu'on s'ennuie très vite de tout et de rien. T'as des gens, enfin c'est con, mais moi par exemple, je sais très bien, je voyage beaucoup. De temps en temps, je fais un petit montage pour faire ma petite vidéo, machin, nanan, parce que j'étais au Krakatoa, j'étais en Antarctique. Je fais mon petit montage vidéo. Alors j'ai pas les statistiques de combien de temps les gens restent devant ma vidéo, hein, mais je pense que la majorité des gens, au bout de 2 secondes, ils ont déjà switché. Donc en fait, aujourd'hui, si tu veux garder des gens attentifs, faut qu'il y ait une nouveauté, un truc qui les intéresse toutes les 2 secondes. Sinon, c'est trop long. Et ça paraît délirant qu'on en soit arrivé à là. Et pour les gosses, ça va être très compliqué, même s'il y en a beaucoup qui se détachent déjà de ça, et c'est très bien. Magnifique. Donc Adrien, question incroyable. Hein, vraiment... hyper pertinente. Ouais, je sais pas. Et là, il faut que tu fasses aussi bien, Gauthier. Est-ce que tu peux trouver et poser une question Non, justement, c'est tout ça le but, je dirais jamais qui est la prochaine personne. Tu me diras pas, même si tu as une idée. Tu pourras me dire après, donc. Oui, là, je pense savoir qui sera le prochain invité et il est quasiment programmé. Damien. Non. Maxime Ivonou. Il y aura plus d'histoire des chasses cette fois. Mais du coup, est-ce que tu peux poser une question à la personne qui sera assise à ta place pour l'épisode numéro 3 dans Pleine Trajectoire? Est-ce que tu fais encore des choses? Est-ce que tu te mets encore des défis? Ce que j'entends par là, c'est par exemple, là, en fait, une fois qu'on n'est plus adolescent, on se met plus trop de défis, donc c'est rare d'arriver de se dire « Putain, demain, je vais apprendre à faire un saut périlleux arrière depuis mon balcon. » Ouais, la question est folle. Hein. Okay. Mais en fait, est-ce que c'est ça? Est-ce que tu te mets encore des défis? Est-ce que tu sors de ta zone de confort? Est-ce que tu sors encore de ta zone de confort régulièrement en donnant justement ce genre de défi? Magnifique. Et c'est la fin de l'épisode numéro 2 dans Pleine Trajectoire. C'était le mot de la fin. On va rester sur cette question parce qu'elle n'est pas facile. Et je vais te révéler le nom du prochain invité une fois qu'on aura coupé cette caméra. Incroyable. Merci à tous et on leur dit ciao. Hein. Ciao, Billy Barret. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast En Pleine Trajectoire. N'hésite pas à t'abonner au compte Instagram, à la chaîne YouTube ou encore sur nos comptes Spotify, Deezer et toutes les plateformes d'écoute. Tu peux également mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute si le podcast te plaît. À bientôt pour un nouvel épisode dans Pleine Trajectoire.